Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes. L'épisode d'aujourd'hui est long et dense et aborde des tas de sujets qui sont au cœur de nos explorations d'équilibristes. Je vous présente Claire et Cédric Audibert, couple français récemment rentré d'une expatriation de 12 ans en Australie. Là-bas, ils ont vécu beaucoup de choses. Leur premier aménagement ensemble, après quelques mois de vie en couple en France, les années de vie à deux, à voyager, travailler, s'épanouir seuls et ensemble. Puis la grossesse, l'arrivée d'Elliot, atteint d'une forme rare d'épilepsie génétique. La vie à trois qui ne ressemble pas à ce qu'ils avaient imaginé, un mélange de grand bonheur et d'angoisse indescriptible. Et l'envie d'un deuxième enfant, Oscar, qui naît 2 ans après. Avec eux, nous avons retracé toutes ces années depuis leur arrivée en Australie, la naissance d'Elliot et l'incertitude dans laquelle ils ont été plongés, leur besoin de recréer de la normalité autour d'eux, en particulier en continuant à travailler tous les deux. Nous avons parlé de l'impact des congés maternité et paternité sur leur fonctionnement de couple et de famille, de la manière dont ils prennent soin d'eux, et des compétences qu'ils ont acquises en naviguant les difficultés liées à la maladie d'Elliot. Empathie, calme, recul, et aussi confiance dans les décisions qu'ils prennent pour le bien-être de leur famille et des individus qui la composent. Nous avons parlé de la manière dont leur vie, en tant que femmes, hommes, couples, parents, salariés, se sont adaptés et continuent de le faire chaque jour avec cette balle en plus que représente la maladie d'Elliot, en cherchant toujours la justesse. S'adapter, oui, bien sûr. Tout focaliser autour de la maladie, non. L'histoire de Claire et Cédric, c'est l'histoire de 2 équilibristes que j'admire énormément et dont je suis honorée qu'ils aient été mes invités. Leur recul, la nuance de leurs propos, leur humour aussi sont une grande source d'inspiration pour moi et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi, quelle que soit votre situation de vie. Bonne écoute mes équilibristes. Claire et Cédric, bienvenue. Merci Sandra, merci de nous accueillir. Merci. Ouais, c'est hyper émouvant pour moi qu'on se retrouve tous les trois autour de ces micros parce que ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, mais vous êtes devenus des amis pour notre famille et votre histoire vaut tellement le coup d'être racontée que je vous dis un gros merci déjà d'emblée d'avoir accepté de témoigner. Oh, c'est gentil. Merci à toi surtout de nous accueillir ce soir et puis de partager notre histoire. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter votre famille ? Je vais commencer. Donc, je m'appelle Claire. Je suis donc mariée à Cédric depuis un peu plus de 7 ans. Notre famille, donc, on est parents de 2 petits garçons qui s'appellent Elliot et Oscar, qui ont 4 et 6 ans. Et je suis... donc, on habite en Normandie. On s'est réinstallé après avoir vécu en Australie pendant 11 ans. On est rentré il y a à peu près 1 an et demi. Et je suis Strategy and Insight Manager chez Google. Et je m'appelle Cédric, je suis le chanceux mari de Claire et heureux papa de mes 2 petits garçons. Et aujourd'hui, je suis directeur financier pour une PME en Normandie. Si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a dans votre histoire des expériences, un recul, une intensité aussi de vécu qui sont peu courants. Et vous avez vécu plusieurs fois des événements, des choses qui ont bouleversé votre équilibre de vie, ébranlé. Et vous avez dû et vous avez su trouver des moyens pour avancer. Et j'aimerais bien qu'on aborde, il y a un tas de choses dont on va parler aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on arrive à aborder un peu tout ça. Et cet épisode, il paraît volontairement en octobre, donc le mois des aidants, puisque c'est votre cas, et on va en parler. On va plonger dans votre vie d'avant les enfants. Donc vous étiez en Australie. Ça ressemblait à quoi votre vie ? Alors, déjà, on est parti dans un contexte assez particulier. On est parti, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble. Donc, on a un peu fait le grand plongeon. On est parti, on a pris la décision de partir. Ça faisait à peu près 1 mois et demi qu'on était ensemble. Ah ouais.
On avait 25 ans, on commençait tout juste nos carrières professionnelles. Et puis, et Cédric, en fait, a eu une opportunité de partir en Australie avec la société avec laquelle on travaillait. Et on s'est dit, pourquoi pas. Donc, on s'est un peu lancé. On partait pour 2 ans. Et puis au final, bon, on est resté plus de 11 ans. Et la vie là-bas, on avait une vie quand même assez riche. Donc on travaillait tous les deux. Moi, j'étais consultante, un métier que j'adorais. Cédric, lui, avait évolué pas mal. Et puis, on faisait beaucoup de sport. On avait pas mal d'amis. Enfin, on s'est vraiment pris à la vie australienne. On a voyagé pas mal avant les enfants. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui nous correspondait bien. On aimait beaucoup la culture. Moi, la France me manquait beaucoup. Et c'est vrai que les premières années ont été compliquées. Mais une fois qu'on a trouvé notre rythme, ça a été plus facile. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, quand on s'est mariés, qu'on a eu des enfants, de les avoir en Australie. Ouais. Ouais, la première année avait été un peu compliquée en arrivant, parce qu'on avait un peu sous-estimé la complexité de partir aussi loin. Et on était, enfin moi en tout cas, j'étais un peu naïf sur l'approche Australie, pays merveilleux. Naïvement, par exemple, je pensais que l'eau était à 30 degrés tout le temps, alors que c'est pas du tout le cas. Et tout ça, mais c'est vrai que la première année était compliquée. Moi, j'étais à fond dans mon boulot parce que j'avais ce sentiment de devoir rendre à l'entreprise qui me donnait cette chance-là. Donc, je me consacrais un peu à fond là-dedans. On s'était mis pas forcément au bon endroit dans la ville de Sydney, et c'était pas forcément le quartier le plus sympa. Et c'est vrai que Claire, du coup, était un peu seule et on était un peu isolés pour rencontrer des gens. Et la première année a été assez compliquée quand même. Et il y a même eu un moment où on s'est posé la question s'il fallait pas rentrer parce que c'était difficile. Et effectivement, il a fallu se poser les bonnes questions et réfléchir à deux un peu à qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour que ça marche, en fait, tout simplement. Pour que nous, puis ça faisait un mois qu'on est passé on est petits copains, petites copines, et puis c'est sympa, et on se voit le soir et les week-ends et tout ça. D'un seul coup, on vit ensemble, il faut qu'on paye nos factures ensemble, on a un budget, on a tout ça, et c'était pas facile. Donc, on a découvert tout ça en mode accéléré. Ce qui a été quitte ou double, et pour nous ça a été même, enfin ça quadruple, ça a bien marché, et ça nous a vachement renforcé pour la suite. Et puis après, effectivement, on a trouvé notre rythme. Donc Claire a trouvé son travail, on s'est fait aussi un bon cercle d'amis assez rapidement. Et puis on est devenu plus australien que français sur certaines choses. C'est-à-dire que moi, effectivement, je suis arrivé en bon français. J'avais l'habitude de me lever tard, je fumais, etc. Ce qui est pas du tout le mode de vie australien. Donc ça aussi, on a évolué. Une fois qu'on a commencé à épouser un peu le style de vie local, on est tombé amoureux du pays et du style de vie. Et effectivement, les 2 ans se sont transformés en 12 ans assez rapidement, sans qu'on se rende compte au final. Ouais. Oui, c'est vrai. Ce que j'allais ajouter, effectivement, c'est vrai que cette première année, elle a été compliquée, et tu le dis bien, on en a beaucoup discuté. Enfin, c'est vrai qu'on s'est posé les bonnes questions assez tôt. Je pense que le fait d'être partis, on se connaissait bien, mais enfin, on était amis avant. On a pris la décision de partir rapidement, mais rapidement, on a été confrontés à ces décisions et à ces discussions, et on a dû se poser, et puis effectivement, se poser les bonnes questions assez vite, mais qui nous a permis de rentrer dans un mode de fonctionnement qui nous convenait. Mais c'est vrai qu'on a été poussés dedans à vraiment toujours discuter des choses et être assez honnêtes l'un envers l'autre, qui ensuite nous a beaucoup aidé par la suite. Ouais. Mais ça, c'est quand même le fil conducteur de plein de choses. Complètement. On va en reparler. Et donc en 2015, c'est en 2015 qu'il est né, Elliot ? Oui. En 2015 arrive Elliot, donc en Australie, hyper loin de vos familles. C'est comment d'accueillir un enfant aussi loin de sa famille ? Alors, et dans un pays étranger. C'est assez particulier. C'est vrai que nous, on a fait le choix de l'accueillir en Australie. C'est vrai qu'on s'était beaucoup posé la question. Je pense qu'avant de tomber enceinte, on s'était beaucoup posé la question de est-ce qu'on aura des enfants à l'étranger, est-ce qu'on rentrera. Moi, je suis très proche de ma famille, donc c'était difficile d'envisager d'avoir des enfants ailleurs qu'en France, près de ma maman, près de ma famille. Et puis... on aimait beaucoup la culture australienne, notamment par rapport aux enfants, la façon d'éduquer les enfants, le temps qui est accordé aux mamans pour prendre du temps en congé maternité, etc. Et c'est vrai que ça a fait pencher la balance. Et puis professionnellement, on n'était pas prêt à rentrer non plus. Donc on a décidé d'accueillir Elliot en Australie. Alors c'est vrai que toute la maternité, quand être enceinte, c'est différent du suivi français.
l'arrivée de l'enfant est différente du suivi, de l'arrivée en France. Au niveau, être loin de la famille, nous, ce qui a été compliqué, c'est vraiment l'arrivée d'Elliot qui a tout chamboulé, puisque quand Elliot est arrivé, il a été très malade dès le début, en fait, dès la salle d'accouchement. Elliot a une condition médicale rare qui s'appelle KCNQ2, qui est de l'épilepsie génétique, qui pour son cas est ce qu'on appelle de novo, donc ça veut dire que ce n'est pas héréditaire, ça vient malheureusement, heureusement, ni de Cédric ni de moi, et c'est Elliot qui malheureusement a un gène qui a muté. Et ça se présente par des crises d'épilepsie très très tôt, donc lui ça a été dès la salle d'accouchement. Et puis en général, selon les patients, selon les enfants qui sont affectés, des retards de développement. Ça peut aussi, il y a à peu près un tiers des enfants qui souffrent d'autisme, beaucoup qui souffrent d'hyperactivité, donc Elliot est hyperactif aussi, et puis des troubles physiques et mentaux. Et effectivement, là, l'accueil d'un enfant qui a une condition médicale particulière, loin de sa famille, c'est vrai que ça a été compliqué. C'est inimaginable. Ouais. Mais avant ça, c'est-à-dire, il y a effectivement le changement, c'est un gros changement. Cette naissance-là est sortie, du coup, elle nous a fait dévier du parcours qu'on avait. Mais au-delà de ça, il y avait une certaine insouciance par rapport à la grossesse, à avoir un enfant en Australie. On était plutôt relax parce que il y a des inconvénients qui est le manque de support familial, etc. Et c'est vrai que c'est des moments qu'on souhaite partager. Donc c'est vrai que la maman de Claire était venue parce qu'elle voulait voir sa fille enceinte. C'est des trucs idiots, mais c'est vrai que sinon ça n'aurait pas été possible. Et puis il y avait ce côté, nous, ce qu'on se disait, ce que nos amis, ce qu'on n'était pas les premiers de notre cercle d'amis à avoir des enfants, ce qu'on en retenait beaucoup, c'était, c'est vrai qu'il n'y a pas le support, mais il n'y a pas aussi le côté, on te dit dans l'oreille à chaque fois, voilà comment tu devrais faire avec ton enfant, voilà ce qu'il faut faire, etc. Et tout, qui peut être pesant, on va dire, pour les jeunes parents. Donc il y avait un peu cette insouciance-là qui a été effectivement, donc, comme Claire l'expliquait, complètement du coup brisée quand Elliot est né. Et puis c'est là que les choses ont changé. Voilà. Et alors comment vous avez, donc tout de suite vous avez su que Elliot avait une maladie et que ça voulait dire que la suite allait s'avérer différente de ce que vous aviez imaginé? Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand Elliot est né, donc, Claire a eu un accouchement difficile. Et généralement, donc, du coup, je connais pas, je ne sais pas comment c'est fait en France, mais en Australie, assez rapidement, normalement, ils prennent l'enfant et ils le mettent ils font du pot à pot avec la maman. Sauf que le problème, c'est que Claire n'était pas en condition pour recevoir Elliot. Donc, on m'a demandé d'enlever ma chemise. L'infirmière a demandé de m'enlever ma chemise. J'ai regardé avec des yeux un petit peu. Qu'est-ce qu'elle me veut? Je la comprends, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Enfin bref, il a fallu que je me mette donc torse nu et on m'a donné l'enfant dans les bras, on m'a donné Elliot dans les bras de suite. Et Elliot a bizarrement s'est mis à respirer très bizarrement. Et voire presque s'arrêter de respirer et devenu un petit peu raide dans mes bras. Et j'ai alerté le médecin en disant c'est bizarre, il y a quelque chose d'anormal. Et personnellement, alors, parce que par nature, je m'étais un peu documenté sur tout ça. Je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu à de l'apnée de bébé. Quoi, et puis, donc, j'ai prévenu les médecins. Ils l'ont pris, ils l'ont regardé, tout allait bien. Pas de souci par rapport à ça. On a commencé les mesures, etc. etc. Donc, il y avait eu cette alerte-là, mais sur l'heure qui a suivi, pas forcément grand-chose. Et puis, il a été installé dans son petit couffin, oui. Et puis, assez rapidement, il a refait une crise. Et ces crises-là sont assez visibles. C'est-à-dire qu'en fait, il devient tout rouge, il se raidissait. Et c'était clairement anormal. La respiration était difficile, etc. Donc, ils l'ont pris en ICU, qui est les soins intensifs, assez rapidement. Et l'ont gardé en observation. Et j'avoue que même là, on était inquiets, mais pas fondamentalement. On n'était pas en train de se dire qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer.
Moi, je suis même rentré à la maison pour récupérer un peu, parce que j'étais très éprouvé par l'accouchement. C'était fatigant. C'était difficile. On On imagine, souligne jamais assez la difficulté. Non, mais on souligne jamais assez la difficulté pour le. Et donc j'étais rentré pour effectivement récupérer, prendre des affaires, etc., dormir à la maison, mais sans grandes inquiétudes Oui, en fait, ce qui était difficile, c'est qu'au début, alors même l'épilepsie chez les nourrissons, c'est assez commun. Donc quelques crises, c'est assez commun. Donc c'est vrai que tout le monde nous a rassurés. J'avoue que les premières 48 heures, pour nous, la plus grosse inquiétude, ça restait comment est-ce qu'on va changer des couches, parce qu'Eliott, c'était notre premier, donc même si on avait des amis qui avaient eu des enfants, on n'avait pas forcément changé les couches ni rien. Donc à part les cours de préparation à l'accouchement, donc on n'était pas serein là-dessus, donc c'était un peu et moi je voulais essayer d'allaiter, et c'est vrai qu'au final changer les couches et allaiter, c'était un peu les considérations premières, et les médecins et toute l'équipe médicale étaient assez rassurants, nous ont dit au début, vous inquiétez pas, ça arrive, c'est commun, et puis pas d'antécédents familiaux, pas de problème pendant la grossesse, j'avais fait attention, etc. Donc personne s'est vraiment alarmé. Et même le neurologue, en fait, Cédric a dû filmer une des crises sur le téléphone pour ensuite le remontrer, parce qu'ils n'arrivaient pas, en fait, les médecins n'arrivaient pas à le décrire. Et c'est une maladie qui est extrêmement rare, donc c'est vrai que personne vraiment a fait l'association tout de suite. Là où ça a été compliqué, c'est les premiers quelques jours, on était encore assez insouciants. C'est vrai qu'on commençait à se dire, comment on va faire ? Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits, ça c'était très compliqué. Eliott, à une semaine, il avait déjà fait un IRM, il avait déjà eu des ponctions lombaires. C'était vraiment... c'était quand même assez sérieux. Ouais, c'était vraiment très difficile. Puis il était sous médicaments, donc les premiers jours, il faisait que dormir. En fait, on l'a pas vu. À un point où effectivement, maman devait venir. On avait organisé qu'elle vienne 2 semaines après l'accouchement pour nous aider. Et puis, elle a demandé si on voulait qu'elle avance sa venue. On lui avait dit non, t'inquiète pas, tant qu'on n'en sait pas plus. Jusqu'au moment où un jour on a tous les deux explosé et j'ai dû appeler maman et dire là par contre ça va pas du tout, on a dû appeler des amis pour dire là on est en train de sombrer, etc. Donc maman a sauté dans un avion, est arrivée 24 heures plus tard, l'Australie étant loin, et je pense que c'est le jour où les médecins nous ont assis dans une salle, le neurologue nous a assis et nous a dit je suis désolée, mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, ça fait très peur, parce qu'on s'imagine... En tout cas, nous, on avait une certaine insouciance, on n'est pas dans le milieu médical. Dire que les médecins savent toujours ce qui se passe. Et là, le médecin qui vous assoit dans une salle en disant « Je suis désolée, mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe », je pense que c'est un des moments qui était vraiment... il y en a eu d'autres après, mais jusque-là, c'était le moment le plus inquiétant. Là où on a eu de la chance, en quelque sorte... ça a été diagnostiqué tardivement, mais ils ont supposé que c'était la bonne maladie, et il a été sous le bon médicament assez rapidement. Assez rapidement, c'est quand même... Au bout de 2 semaines. Donc, ça semblait pas rapide à ce moment-là. Non, ça semblait extrêmement long, et puis il faisait 10 à 15 crises par jour. Donc, mais à l'échelle d'un diagnostic de ce type, de maladie quand même assez rare, c'était rapide. C'est que le neurologue, ne trouvant pas ce qu'il y avait, a fait venir un de ses confrères qui, lui, avait été à une conférence et a dit « Tiens, regarde, ça ressemble à ce dont on nous a parlé pendant cette conférence-là. Essayons ce médicament. » Et heureusement, ça a très bien marché, et Eliott n'avait plus de crise dans les 5 heures. Parce que les 2 semaines ont paru excessivement longues, parce que ça a été quand même excessivement compliqué et douloureux à ce moment-là. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, on dit que c'est assez rapide, mais sur le moment, il faut savoir que Eliott a été intubé assez rapidement, parce qu'il a été médicamenté quasiment dès le jour 2. Donc il était nourri par un tube. Il était complètement KO, parce que le problème, c'est que dès qu'il était réveillé, il faisait des crises d'épilepsie les unes après les autres. Et le problème des crises d'épilepsie, c'est non seulement elles sont évidemment dangereuses pour le côté vital, mais aussi ça peut avoir des gros impacts sur le cerveau, et notamment à ces âges-là. Donc il était complètement... Donc nous, c'est vrai, pendant les 2 premières semaines, on voyait très peu. Eliott était dans soins intensifs, il avait des tubes de partout, il avait et puis on essayait, en fait, comme on savait pas ce que c'était, comme les médecins savaient pas ce que c'était, ils éliminaient les hypothèses les unes après les autres. Donc à chaque fois, on faisait des tests différents pour essayer de
trouver ce que c'était, et puis à chaque fois on revenait avec une réponse négative, et nous c'était désespérant, parce qu'au bout d'un moment, il y a eu quand même, avant qu'il sorte le diagnostic, il y a eu une discussion du va falloir accepter qu'Eliott, qu'on ne saura pas ce qu'il a, et il va falloir vivre avec quand même. Et il y a eu et Claire ce qui était très difficile, c'est qu'elle était dans ce rôle de je veux être une mère exemplaire, je veux être là pour mon fils, et on ne pouvait pas rester avec lui parce qu'il était en soins intensifs, que l'allaiter c'était impossible parce qu'il était intubé et qu'il était complètement KO, etc. Et puis il y a eu ces périodes d'espoir où on a commencé à vouloir le sortir de son mini-coma médicamenteux, où il a commencé à être sevré de ses médicaments. Et il ne faisait pas de crise d'épilepsie pendant 8 heures, il avait fait de crise d'épilepsie. Donc les médecins nous ont dit, youpi, vous allez pouvoir sortir normalement, si tout va bien, on continue comme ça, demain vous sortez avec Eliott et ce sera bon. Et là, il y a de l'espoir qui arrive, et on oublie tout ce qui s'est passé, c'est pas grave, on est reparti. Et puis en fait... Et très rapidement, il s'est remis à faire des crises d'épilepsie, il n'en sortait pas. Et là, c'est votre univers qui s'effondre d'un seul coup, parce que vous savez que la vie normale, c'est a priori, ça va être... on s'accroche encore à quelque chose, mais il y a quand même une part de vous qui commence à se dire, ça va commencer à être compliqué. Et puis oui, c'est ça, c'est tout un univers qui s'écroule du chemin que vous aviez un peu en tête, et tout ça qui d'un seul coup... s'effondre. Et puis vous l'aimez déjà, cet enfant, donc il y a ce côté, les crises d'épilepsie, alors les médecins nous rassurent en disant c'est pas douloureux, c'est quand même impressionnant à voir, et puis ça c'était dur de voir ça et d'être impuissant. Et vous en avez parlé, mais donc là, quand vous avez senti que le retour avec le bébé, ça allait pas du tout être la vie que vous aviez imaginée, comment vous vous êtes à la fois entouré, et comment votre vie d'avant s'est adaptée à cette nouvelle situation, vos amis, le travail, enfin tout, parce que c'était pas la vie que tout le monde avait imaginée, en tout cas. Alors ça a été c'est vrai que ça a été compliqué, et je suis pas sûre que la vie d'avant se soit jamais adaptée. Et je pense qu'en fait on a dû un peu tout chambouler. Alors on a toujours essayé de garder les choses le plus normales possible. Et puis, et même pour Eliott, c'est vrai que comme on ne savait pas ce que c'était comme maladie, puis on a eu un diagnostic. Donc, une supposition de maladie a été posée assez rapidement. Mais ensuite, le diagnostic n'a été posé qu'au bout d'1 an. Donc, pendant 1 an, ou 14 mois même, pendant 1 an, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Et c'est vrai que le conseil qu'on a reçu des médecins, c'était de faire comme si c'était normal. Et puis, comme si Eliott, ça allait aller, parce que c'était la seule chose qu'on pouvait faire, donc de le traiter comme un bébé normal. Et c'est vrai que ça a été le meilleur conseil qu'on ait pu recevoir, puisque on l'a emmené à la plage, on est allé se balader, on lui a fait découvrir autant de choses qu'on pouvait, et puis on l'a... alors effectivement, il a eu plus de thérapie qu'un bébé normal, etc. Mais on a toujours essayé de pousser, et puis de faire du mieux qu'on pouvait pour essayer de l'aider à ce qu'il ait une expérience le plus normale possible. Alors ça n'a pas toujours été ni faisable, ni facile. Mais encore maintenant, je trouve que la vie d'avant, elle est... Bon, c'est vrai pour n'importe quel enfant. Mais d'autant plus quand tout est chamboulé dans ce sens-là, puisque tout est chamboulé au niveau logistique, au niveau des attentes, et puis au niveau émotionnel. C'est vrai que pour nous, ça a été très, très, très compliqué, et puis ça l'est toujours aujourd'hui. On a eu de la chance, mais on était quand même très entourés. C'est vrai qu'on a quand même eu des amis qui nous ont beaucoup aidés, la famille qui... Même s'ils étaient loin, nous ont beaucoup soutenus. Les mamans sont venues. Donc, ma maman est venue 1 mois. Et puis, la maman de Cédric est venue 1 mois aussi pour nous aider au début. Alors, ça n'a pas été... au début, on avait prévu qu'elle allait venir et puis qu'on allait se promener, faire des choses rigolotes avec le bébé. Bon, au final, ça n'a pas été rigolo. Maman, elle a dû gérer une crise d'épilepsie avec nous quand Eliott avait 6 semaines. C'était pas drôle. Mais on a toujours essayé... de garder les choses le plus normales possible. Alors, l'avantage que moi j'ai eu, on l'a vécu tous les deux différemment. Moi, l'avantage que j'ai eu, c'est qu'en Australie, on a un congé maternité plus long.
Et c'est vrai que ça m'a permis de me concentrer sur Elliot sans... donc moi, j'ai pris 9 mois. En général, les femmes prennent 12 mois. Moi, j'avais pris que 9 mois parce que c'est comme ça que ça s'est organisé pour moi. Ça m'a permis pendant 9 mois de me concentrer que sur Elliot. Toi, c'est vrai que tu es retournée au travail plus tôt, donc tu l'as vécu différemment. Ouais, mon approche était un pas après l'autre. Donc c'était vraiment... faut que je réapprenne à vivre d'un seul coup, parce qu'il y a eu des moments très durs où ça a été toucher le fond comme on n'a jamais touché le fond, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où quand on part de l'hôpital la première fois et on a le siège auto, un siège enfant qui est vide derrière, c'est dur de laisser son enfant à l'hôpital, etc. Donc il y a eu des soirées particulièrement compliquées, et effectivement on a eu la chance d'être entouré par des amis très proches, et je crois que c'est un peu la beauté des expatriations qui se passe bien. C'est-à-dire qu'il y a un réseau d'amis, et ces réseaux d'amis deviennent vite votre deuxième famille, parce que il n'y a pas la famille, et non plus l'on parle. Donc il y a des amitiés qui sont fortes, où les gens sont là pour les uns pour les autres, pardon. Donc ça a été absolument vital pour nous pour se relever, parce qu'on était vraiment au fond. Et puis après, moi j'avais ce désir de effectivement faut recréer de la normalité dans tout ça, parce que là on était complètement chamboulés. Donc mon approche c'était j'ai besoin de remettre de la normalité. Oui. Donc j'ai voulu retourner au boulot, au travail assez rapidement, et j'ai eu une discussion avec mon manager de l'époque, et son approche était hyper humaine, en mode mais qu'est-ce que tu veux faire, comment on gère, quoi. Et moi, ce que je lui ai demandé, c'était laisse-moi venir au boulot, t'attends pas de grandes choses, sois flexible, et n'hésite pas à checker ce que je fais, etc. Parce que je peux pas garantir l'absolu, mais j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin d'être là. Et il m'a dit pas de souci, et puis si tu as besoin de repartir un peu, tu repars, et tu gères comme tu le sens. Et il y avait cette relation de confiance qui, moi, m'a aidé, du coup, parce que le travail n'était pas un souci en plus que j'avais à gérer. C'était devenu ok, eux aussi sont là pour me soutenir, et ça m'aide beaucoup. Donc ça m'a beaucoup aidé à reprendre un peu pied sur la situation personnelle. C'était qu'effectivement mon entreprise, l'entreprise sur laquelle je travaillais me soutenait dans tout ça. Et puis quand Claire était en congé maternité pendant 9 mois, et effectivement il y a eu c'était il y a 6 ans déjà, l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui était Vodafone, a commencé à réfléchir différemment sur l'approche congé paternité, congé maternité. Et ils sont passés d'un concept de congé maternité, ils ont offert un concept de congé prime carer, donc celui qui s'occupe de l'enfant, peu importe si c'est le papa ou la maman, a la possibilité de prendre jusqu'à 6 mois de vacances payées. Enfin, 6 mois de vacances, c'est pas des vacances. 6 mois de... le lapsus. Le lapsus, mais 6 mois de congé paternité, maternité, peu importe, mais 6 mois pour s'occuper de son enfant. Et j'ai été un des premiers... Alors, ça n'a pas été une réflexion facile, parce que c'était nouveau déjà, donc je ne savais pas trop comment ça allait être reçu. Ouais. Et puis, même si j'étais en mode, de toute façon, mon enfant doit passer avant tout. Mais c'était ce côté, un peu, je voulais progresser dans ma carrière, je voulais prouver que je pouvais y arriver malgré tout ce qui s'était passé, etc. Et j'avais peur, j'étais pas certain de la perception de tout ça. Et puis, c'est assez marrant, parce que c'est une anecdote que je raconte souvent, parce que ça a été assez marquant pour moi, mais j'ai un collègue qui m'a demandé où j'en étais dans ma réflexion, est-ce que je comptais faire, et j'étais là, je suis pas sûr, parce que tout ça. Et il m'a dit, projette-toi dans 40 ans, t'es au coin de ta cheminée, t'as tes petits-enfants, et est-ce que tu penses que tu vas leur raconter que tu as réussi à créer un super fichier Excel qui t'a économisé 200 000 € à ta boîte, ou que t'as pris du temps pour changer la vie de ton enfant et être auprès de lui, etc. Et dans la minute, la décision était prise, et j'en parlais à Claire, et on faisait le truc. Et c'est vrai que du coup, Claire est repartie au bureau... et moi j'ai pris le relais, et c'est une solution idéale, parce que d'une part la situation était complexe, et c'est vrai que laisser Elliot en crèche tout de suite, c'était quand même très compliqué, et puis on n'était pas prêts, nous non plus, et donc Claire est partie au travail en sachant que moi j'étais là pour m'occuper de lui. Et puis moi, c'est vrai que ça m'a permis de continuer le travail
qu'avait déjà fait Claire. Alors, j'ai eu plus de chance que Claire, parce que Claire a eu beaucoup de... pendant les 9 premiers mois, tous les rendez-vous médicaux, moi c'était beaucoup moins intensif déjà à ce moment-là, sur tout ça. Donc j'ai eu des moments un peu plus je dirais agréables et faciles avec Elliot. Mais c'est vrai que j'ai eu cette opportunité-là de prendre 6 mois avec Elliot, et c'est pas du tout. Enfin, c'est une chance incroyable au final aujourd'hui, et qui se paye encore, parce que Elliot a une relation avec moi qui est exceptionnelle, qui est géniale. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Ah oui, non mais complètement. Et effectivement, Elliot a une relation hyper privilégiée avec Cédric. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais, moi ça m'a permis de reprendre vraiment sereinement, parce que je savais qu'Elliot était avec Cédric, donc du coup il était avec son papa, donc c'est lui qui faisait les activités, la gym pour les enfants. Il y avait encore quelques rendez-vous médicaux, même si c'est vrai qu'il y en avait déjà beaucoup moins. Mais c'était plus facile. Et puis d'un point de vue couple, ça nous a aussi permis d'avoir une perspective qu'on n'aurait jamais eue sinon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est qu'en fait, moi, quand j'étais en congé maternité, si Cédric me disait je serai là à 18h, si à 18h15 il n'était pas là, ou s'il m'envoyait un message à 17h30 en disant je suis bloquée dans une réunion, je disais mais tu te rends pas compte, en plus la journée elle a été compliquée, etc. Et lui il faisait ce qu'il pouvait. Et quand je me suis retrouvée à aller au bureau et puis à me retrouver bloquée en réunion à 17h30 à devoir envoyer le message, je me suis dit, c'était bien ça qui s'est passé. Et lui, pareil. Et lui qui rentrait en disant, tu passes la première demi-heure juste à me raconter que t'as allaité 3 fois et vous êtes allé au parc. Et il a compris qu'en fait, quand l'autre adulte rentre, on a juste envie de raconter sa journée et de parler à un adulte. J'ai fait une grave erreur aussi. Et l'anecdote que je me permets de raconter, c'est qu'une semaine ou 2, je pense, avant que je reprenne, donc moi j'avais écrit un peu tout ce qu'il y avait dans la journée. Et puis Cédric me fait un soir, écoute, c'est vraiment, surtout le prends pas mal. Déjà ça commence mal. surtout le prends pas mal. Jamais dire ça. Jamais dire ça. Tu prébraques la personne. Voilà. Je crois qu'on le fait tous. Surtout le prends pas mal. Mais tu sais, moi je pense que quand tu reprendras, bon là je sais que c'était compliqué, t'inquiète pas, je t'en veux pas, mais moi je pense quand même le dîner sera prêt le soir, et puis bon tu sais l'appartement sera rangé et tout. Et puis donc. Et là, j'avais quand même eu, je pense, la décence de ne rien dire sur le coup. Et puis effectivement, au bout d'une semaine, j'avais pu ressortir le... Alors, ça se passe bien. C'était Verdun. C'était Verdun à la maison. Non, mais c'est vrai que ça donne des perspectives différentes. Enfin, c'est vrai qu'on est un peu naïf sur à quoi ressemblent les journées. C'est hyper intéressant, votre expérience sur ça. Et il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir, parce que quand j'échange avec plein de gens, même pour des parents dont les enfants n'ont pas de besoins spécifiques, mais cette notion de demander de l'aide, en particulier quand il y a quelque chose d'aussi grave qui se passe et que les gens peut-être n'osent pas, ou que c'est compliqué pour eux d'aborder le sujet avec vous, comment est-ce qu'on peut aider les autres à nous aider? C'est un vrai sujet, je trouve ça, et j'aimerais bien entendre votre expérience là-dessus. Ouais, alors c'est une excellente question qui est difficile à répondre. Je vais essayer d'y répondre, et puis après, c'est vrai que je te laisserai donner ton avis aussi. Ce qui est compliqué, c'est de savoir et d'essayer de comprendre les fluctuations qui peuvent se passer. C'est vrai que nous, on a eu de la chance de comprendre quand même ce qui se passait, et ce que je veux dire par là, c'est on n'avait pas de problème d'anglais, on n'avait pas de problème à comprendre, et si on ne comprenait pas les termes médicaux, on n'avait aucun souci à poser des questions, parce que je pense de par notre formation, scolaire, notre formation professionnelle, on n'avait pas de souci. Donc c'est vrai que là, on n'avait pas de problème pour aider dans ce sens-là, à comprendre, demander toujours plus aux médecins, etc. De demander de l'aide aux amis, ce qui était très... Alors, et ça a beaucoup évolué. Donc c'est pour ça que c'est une question qui est quand même difficile à répondre. Mais au début, ce qui était difficile, c'était vraiment de naviguer ce besoin d'aide, puisqu'on s'écroulait. On n'y arrivait pas. Et c'est vrai que le jour où j'ai appelé maman, c'était vraiment l'écroulement. Je veux dire...
les jambes qui lâchent, tu t'écroules sur le sol et puis tu te roules en boule. Vraiment. Mais en même temps, d'essayer de fluctuer entre on avait besoin d'aide des gens qui soient là pour nous aider. Alors, on a des gens qui ont organisé de nous amener des repas, des gens qui étaient juste là pour écouter, ou juste pour nous tenir la main quand on pleurait. Mais en même temps, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit au début tout ira bien, t'inquiète pas. Et ça, ce qui est compliqué, et c'est très difficile à anticiper on l'a bien vu pour nos familles, nos amis, c'est qu'il y a des jours où on avait besoin d'entendre ça, et puis des jours où on disait mais non, en fait, c'est pas ce qu'on a besoin d'entendre. Et ce que nous, on a fait assez rapidement, c'est qu'on s'est donné le droit de dire de quoi on avait besoin. Et c'est vrai que ça a quand même été... ça a été compliqué, en fait, d'aider les gens à nous aider. Et puis d'aider les gens à aider Elliot et de trouver ce qui marche pas. Et ça a beaucoup évolué. Maintenant, le besoin d'aide qu'on a est complètement différent. Et je sais qu'en termes de quoi dire quand ça arrive, j'ai ma meilleure amie un jour, je pense que c'était après un de ces séjours à l'hôpital encore très sympa, où j'étais pas bien et en fait elle m'a tout simplement dit je suis là, je sais pas quoi te dire, mais je suis là. Et en fait c'est la meilleure chose qu'elle aurait pu dire, parce que le ça ira bien, à ce moment-là on savait bien que ça n'était pas le cas. Il a les meilleurs parents au monde, c'est pas toujours nous c'était quelque chose qu'on a toujours eu des difficultés à accepter, parce qu'on s'est toujours dit bah oui mais ça serait quand même plus sympa s'il avait pas ça, et puis on aurait été des bons parents quand même. Donc c'est toujours difficile de savoir et puis de quoi parler. Est-ce qu'on parle que de ça ou est-ce qu'on parle d'autre chose, parce qu'en fait on a aussi envie d'exister en tant qu'humain, pas qu'en tant que parent d'un enfant malade. Et je trouve que juste parfois de poser la question de quoi tu as besoin aujourd'hui, ou juste de dire est-ce que et puis quelque chose qu'on peut faire, donc ça peut être est-ce que je peux t'amener un repas, est-ce que je peux t'aider, là parfois ça peut être juste de nous donner du temps, des fois ça peut être et puis ça évolue surtout, c'est vraiment ça qui est difficile, et je trouve que nous ce qui a marché pour nous, c'est vraiment en quelque sorte, à un moment donné, de se dire c'est tellement dur que si on complexifie ça aussi, on va jamais y arriver. Et donc de se dire ça, il faut qu'on le rende facile, et du coup de demander. Mais de demander à nos amis, nos familles, aux médecins, on a vu une psy, vraiment un peu partout en fait. Il n'y a pas que l'aide auquel on pense souvent plus facilement, et même au bureau. C'est vrai que de dire... là, j'ai besoin d'aide. Oui, je suis complètement d'accord. C'est sur le point de la fluctuation, ça change beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, au tout début, on est dans l'inconcevable. Donc on a du mal à vraiment avoir une prise sur ce qui est en train de se passer, etc. Donc, quand les gens essayent de rationaliser tout ça ou de donner de l'espoir, c'est pas la bonne approche, et une maladresse au final, parce que nous, on est face à nos incertitudes, et on a à la limite, on sait un peu mieux que ce qui se passe et ce qui va se passer. Donc ça aide pas beaucoup. Et puis une fluctuation parce qu'aujourd'hui, Elliot, jusqu'à ses 2 ans, la différence se voyait peu au final. Aujourd'hui, la différence, elle est vraiment marquée. Il y a un vrai retard, il y a une vraie agitation, et du coup, la différence se voit beaucoup. Donc aujourd'hui, le besoin, il est plus dans, on aime bien quand le regard est pas on sent que les regards sont différents, mais que quand il n'y a pas de jugement, quand il y a une espèce de... les gens agissent normalement autour de ça, ou posent des questions, mais avec humilité. Et je pense que ces besoins changent. Mais je trouve que pour éviter les maladresses, le plus simple, c'est l'humilité. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer pour vous, parce que c'est impossible à comprendre si on ne l'a pas vécu. C'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, qu'est-ce que je peux faire pour aider, quoi. Plutôt que d'apporter des phrases un peu magiques, de penser que ces phrases un peu magiques, toutes faites, vont aider. Moi, je sais qu'il y a... on nous avait dit plusieurs fois, vous êtes les meilleurs parents que cet enfant aurait pu avoir. C'est adorable, et aujourd'hui je l'entends, et effectivement aujourd'hui je l'accepte, et je dis merci quand on me dit ça. Mais Elliot a 6 ans, j'ai digéré un peu tout ça. Les premières semaines, je suis incapable d'entendre ça. Parce qu'on est dans des stades où on comprend pas pourquoi ça nous arrive. On se dit que c'est pas possible. On se dit que ça va changer. On se dit mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Du coup on est en culpabilité. On passe par tous des stades. Comment? C'est un deuil. Oui, il y a un deuil, complètement. Il y a un gros deuil qui est fait. Et donc il y a tous ces stades qu'on traverse.
Et puis, puis on passe un stade et puis on revient en arrière, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les amis d'aider. Enfin, c'est compliqué d'être là. Moi, j'ai souvent eu ces discussions avec des amis plus tard où ils nous disaient, mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, ce qu'on doit vous dire. Est-ce qu'on doit parler d'Eliott? Est-ce qu'on ne doit pas en parler, etc. Et j'étais là, en fait, je suis désolé, mais ça dépend des jours. Et c'est pas cool de notre part. Et je vais être hyper égoïste, mais il y a des jours où j'ai pas envie. Et puis il y a des jours où j'en ai besoin. Il y a des jours où j'ai envie d'être moi. Et puis il y a des jours où j'ai envie d'être la maman d'Eliott. Et c'est dur. C'est vrai que du coup, on doit être les copains les plus durs à avoir, mais on se mérite. Mais... Non, mais en fait, j'ai l'impression en vous écoutant et puis en vous côtoyant que ça vous a quand même sacrément appris des choses qui servent après dans la vie, mais à savoir déjà identifier de quoi tu as besoin, ce qui n'est pas du tout évident, même dans la vie hors problème de ce type, et ensuite à l'exprimer. Et que c'est quand même une compétence qui est sacrément utile, quelles que soient les situations. Quoi. Alors moi, c'est Claire qui m'a aidé, excuse-moi. C'est Claire qui m'a aidé parce que moi, j'étais plutôt dans le... Je ne sais pas si tu connais ce dessin où du chien qui est dans une salle avec tout en flamme autour de lui qui dit « jusque-là, tout va bien ». Et moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que jusque-là, tout va bien, je continue ma route et je ne parle pas, je gère mes problèmes tout seul, je trouve mes solutions tout seul, etc. Et Claire m'a un peu poussé en mode... Là, il faut discuter. J'ai eu des épisodes où je m'étais complètement fermé. Enfin, Eliott avait fait une crise. Il y a toujours eu, parce qu'en fait, avec Eliott, ça a été compliqué. Il y a toujours eu ces périodes d'espoir où on pensait que c'était fini et que ça allait s'améliorer. Et puis, au moment où on y était presque, crise d'épilepsie super grave et on retombe. Et d'un seul coup, c'est tous les espoirs qui s'effondrent. Donc, on a fait beaucoup ça. Et ça a été très dur. Il y a eu un moment où moi, j'étais particulièrement porté par l'enthousiasme du allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Et puis, Eliott a fait une crise d'épilepsie et je me suis muré. J'ai arrêté de parler. C'était une période sympa. Très sympa. Et on a appris... moi, j'ai appris à parler, mais j'ai aussi appris à Claire qu'il fallait me donner un petit peu de temps pour ça. Parce qu'elle me poussait beaucoup et j'étais là, pas encore. Et, je sais que tu avais essayé de faire... me faire parler auprès d'amis, et ça prenait pas du tout parce que c'est pas ça dont j'avais besoin. Donc on a appris l'un de l'autre aussi à savoir comment on gère ça et ces situations. Et puis on a appris beaucoup, on parle énormément. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir retracé jusqu'à l'arrivée en Australie, avec les difficultés qu'on avait eues à trouver notre rythme, à trouver notre équilibre. Et au final, à arriver à une situation où on s'était dit, ça marche pas, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on reste, on en avait beaucoup discuté. Et c'est vrai que ça nous a un peu forgé dans un mode de fonctionnement qui, du coup, nous a beaucoup aidé quand on a eu Eliott. Et puis, depuis, c'est vrai qu'on parle beaucoup et on est très honnête. Et parfois, c'est très brut. C'est voilà ce que je ressens. Et des fois, c'est pas beau. Et des fois, c'est plein d'espoir, plein d'enthousiasme. Mais sans jugement. Ouais. Et c'est vrai que ça permet de fluctuer. Puis l'avantage qu'on a, bizarrement, c'est qu'en général, on n'est pas dans la même fluctuation en même temps. Donc, si Cédric a un manque d'enthousiasme, en général, moi, c'est un moment où ça va bien, et l'inverse. Donc, ça permet d'aider ou ça permet parfois de juste dire, c'est pas grave, prends 2 heures, et puis moi, je m'en occupe. Et puis, ça permet quand même d'avoir un peu ce vase, ce sas de décompression, pardon, qui nous permet effectivement de pouvoir respirer quand ça devient trop dur. Ouais, parce que ce qui est frappant quand on vous côtoie, c'est le calme et le recul dont vous faites preuve. Et j'imagine que ça vous fait sourire, mais j'imagine que c'est de l'acquis, que c'est des choses que vous avez apprises. Il y a plein de choses, on en avait parlé ensemble, mais cette idée de porosité, quand on parle de pro et de perso, là clairement dans votre cas, on voit à quel point ça n'a aucun sens, parce que tu disais, vos compétences dans ce que vos métiers vous ont aidé à être suffisamment à poser les bonnes questions, à savoir échanger avec les médecins, et à l'inverse, que tu me partageais, Claire, des anecdotes hyper intéressantes sur la façon dont tu gérais les crises et à quel point ça t'avait aidé dans ton boulot aussi. Qu'est-ce que vous avez développé comme capacité, comment vous avez travaillé ces capacités que vous avez développées de calme, de recul? Alors moi je pense qu'il y a des choses qui étaient c'est un peu comme la résilience. Je pense qu'il y a des choses où c'est quelque chose que tu as en toi et nous dans notre cas qu'on aurait aimé jamais tester, mais on découvre, on sait qu'on est on l'était déjà avant, je pense, et puis il y a d'autres expériences de la vie qui ont fait qu'on sait qu'on a une certaine résilience.
qui a été bien sûr mise à l'épreuve et puis qui nous a aidés. Et après, des compétences effectivement qu'on a développées, c'est vrai que je m'en rends bien compte. Et effectivement, ça se voit, que ce soit dans le travail ou dans le perso. On est hyper préparé. On est toujours, c'est vrai qu'on garde la tête froide parce que malheureusement, en cas de crise, c'est ce qu'il faut savoir faire, mais aussi de savoir réfléchir et de poser les bonnes questions et de penser à mais qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est des choses, un peu cette perspective, et puis vraiment de penser à ce qui vient après, c'est quelque chose qui nous a servi dans le perso comme dans le pro. Et plus récemment, c'est vrai que là, on est rentré en France dans des conditions assez particulières. C'est vrai que ça nous a aidés. Je pense que c'est certaines de compétences et une perspective qu'on avait acquis qui nous a permis de prendre les bonnes décisions et de rester calme au moment où il fallait prendre des décisions assez compliquées et très rapidement. Ouais. Donc c'est vrai que ça nous a aidés. Ça nous a aidés. On aurait bien aimé ne pas l'avoir, mais et cette perspective, je pense qu'on peut avoir, et puis un peu cette clarté en quelque sorte. Ouais. Je pense qu'on a... Malheureusement, c'est comme si on avait une certaine insouciance avant, et puis que là, d'un seul coup, on nous avait montré un peu une version de la réalité qui maintenant était la nôtre, qui n'était pas accessible avant. Et puis avec Oscar, on comprend bien sûr, on voit ce que c'est d'avoir un enfant qui a un développement normal. Donc je pense que ce que nous a apporté Elliot, c'est quelque chose qui est... malheureusement qu'on a découvert malgré nous en quelque sorte. Mais tu veux que j'ajoute? Oui, alors deux points importants. Je pense que quand on devient parent, notre empathie est décuplée. Donc c'est un truc que moi je vois avec des amis qui sont devenus parents. Ils ont un rapport aux enfants et aux autres qui change, je trouve. Et je trouve que quand on a un enfant qui a des besoins différents, qui a eu des soucis de santé assez graves, etc., cette empathie, elle est encore plus poussée. Et mine de rien, je trouve que ça joue beaucoup dans la vie de tous les jours, mais professionnellement aussi, parce qu'on a cette capacité à comprendre un peu la situation de l'autre, à comprendre les problèmes de l'autre. Et effectivement, donc ça je trouve que ça pour moi ça a été radical, c'est-à-dire que je me suis mis à pleurer devant des films pour lesquels je pleurais pas avant. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que j'ai cette capacité aujourd'hui à appréhender les problèmes des autres que je n'avais pas avant. À avoir un regard sur les difficultés que les gens peuvent rencontrer et intégrer ça dans mon équation de comment on résout un problème ensemble qui n'existait pas avant. Donc ça c'est vrai que ça a été un énorme changement qu'aujourd'hui je cultive encore. Et puis il y a effectivement on a eu à gérer des situations très graves d'urgence et c'est vrai qu'au bureau, quand je suis revenu au bureau, ça a été compliqué au début parce que quand on me disait attention, ce sujet-là c'est très grave, c'est très important, il faut vraiment qu'on se penche dessus. Dans ma tête, j'étais non, mais en fait, tu sais pas ce que c'est que quelque chose de grave. Et les mots que tu utilises sont pas les bons. Et j'étais un peu, mais trop. C'est-à-dire que j'étais un peu en colère et puis j'étais un peu en mode, mais en fait, il y a rien d'important. Et il a fallu que je revienne un peu de ça parce que justement, et c'est pour ça que ce retour à la normalité était important parce que j'étais un peu enfermé dans cette aigreur du non, mais en fait, vous savez pas ce que c'est que grave et important. Et au final, au bout d'un moment, j'ai réalisé que il fallait peut-être mettre un peu d'eau dans mon vinaigre parce que mon vinaigre était très amer ou très acide, donc il fallait un peu changer tout ça, et puis c'était pas une façon de vivre de toute façon. Mais du coup j'ai quand même gardé cette relativité qui fait qu'effectivement je suis calme parce que je suis un peu en mode toute situation on va trouver une solution, il n'y a rien de dramatique, on va s'en sortir. Donc il y a ça. Que je voulais rajouter, et puis effectivement après la résilience, je pense qu'on l'avait en nous, et puis les capacités des skills ou des compétences qu'on avait déjà ont été renforcées, où il y a une certaine confiance en soi qui est née de ça aussi, dans ce Claire disait
naturellement. Alors moi, par mon métier, je suis habitué à travailler avec des experts et des ingénieurs, donc c'est pas du tout mon expertise. Donc moi, j'y connais rien. Donc à chaque fois, je suis très naïf quand je pose mes questions. Mais j'arrive mon boulot, c'est de développer une expertise sur tous ces sujets-là pour derrière apporter mon expertise financière et les aider à faire mieux. Et au final, c'est vrai qu'avec les médecins, on a fait beaucoup ça. On a eu cette approche de attendez, alors ça, comment ça marche, mais en commençant avec des questions très naïves et puis en étant de plus en plus poussé, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que Claire peut discuter avec des généticiens sans aucune difficulté. Mais c'est vrai et puis ça nous a permis de réaliser que d'une part, on posait les bonnes questions, que deuxièmement, les médecins, c'est des experts, mais qu'au final, ils n'ont pas les réponses surtout. Et en plus, en Australie, je trouvais qu'il y avait cette facilité de communiquer que je ne retrouve pas forcément toujours ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a pas mal renforcé dans mes compétences. Que je me dis, effectivement, j'ai cette capacité de discuter avec des experts, pouvoir m'asseoir à leur table et avoir des vraies questions, des vraies discussions qui me permettent aujourd'hui de continuer dans mon travail. Et justement, de continuer dans le travail, ça c'est une question aussi. Est-ce que vous vous êtes posé à un moment donné la question, parce que là vous continuez à travailler tous les deux, est-ce que vous vous êtes posé à un moment donné la question que l'un s'arrête pour accompagner Elliot ? Comment ça s'est passé ça ? Oui, alors on se l'est posé plusieurs fois. Et encore. Et encore. Ouais. Mais la première fois, donc là encore, très tôt, les discussions assez ouvertes et assez honnêtes. Puisque Elliot était encore tout petit, où on s'est dit, ok, là on comprend que notre vie, elle va vraiment être différente. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les choses qui sont importantes pour nous. Et l'un comme l'autre, nous, on voulait continuer à travailler. Enfin, ça fait partie de notre personnalité, ça fait partie de qui on est. On aime tous les deux beaucoup nos métiers et donc on voulait absolument pas s'arrêter. Mais du coup, comment on ajuste ? Comment est-ce qu'on continue à faire quelque chose qui nous passionne dans un contexte particulier ? Et c'est vrai que moi, c'était difficile. C'est vrai que quand on voit les stats de parents qui ont des enfants avec un handicap, malheureusement, il y a quand même beaucoup de... ça a un impact sur tout. Donc, il y a beaucoup de parents qui doivent s'arrêter. Et puis, souvent, malheureusement, ce sont les mamans. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a affecté énormément en plus de me dire, mince, c'est moi qui... Et bizarrement, mais de me dire, c'est moi qui suis plus à risque, en quelque sorte. Et puis c'est vrai qu'il y a plus de problèmes en général, de maladies physiques et mentales aussi pour les parents, les aidants, les accompagnants, parce que c'est compliqué. Ouais. Mais effectivement, on s'est posé la question et ça a été le fruit d'une discussion et ça a été quelque chose d'intentionnel. On s'est dit non, et c'est vrai qu'on le revisite régulièrement, mais pour le moment... Parce qu'Elliot évolue aussi. Parce qu'Elliot évolue, parce que tout évolue. On a de la chance, on a eu la chance dans notre malheur que les crises d'épilepsie d'Elliot se sont calmées aussi. Donc Elliot était sous médicaments pendant longtemps, on a réussi à supprimer ces médicaments et à garder le contrôle sur les crises d'épilepsie. Donc il y a des situations très différentes où quand il y a beaucoup de crises d'épilepsie on parle de 12, 15 fois, 30 fois par jour. C'est compliqué de confier son enfant à quelqu'un d'autre dans ces conditions-là. Donc, encore une fois, nous, je pense qu'on est conscient aussi du fait qu'effectivement, on avait cette volonté de vouloir travailler, continuer à travailler, garder cette normalité un petit peu. Mais on avait aussi des facteurs aidants, et notamment le fait qu'Elliot, à un moment, ses crises d'épilepsie se sont stabilisées, donc il y avait beaucoup moins de risques, et on avait un management plein autour de ça sur... qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une crise, mais c'est quand même assez rare. Donc il a pu aller à la crèche, il a pu faire tout ça. Donc, et puis surtout au début de son enfance, où, ce que je disais, pendant les 2-3 premières années de sa vie, la différence avec les autres enfants existait, mais n'était pas non plus énorme. Mais cette question va se reposer tout le temps, en fait, parce que et c'est un équilibre à retrouver à chaque fois, parce que Elliot évolue, comme tous les enfants évoluent, Elliot évolue, et c'est très chouette de le voir évoluer, mais ses besoins évoluent aussi, sa complexité évolue, et aujourd'hui, on doit gérer, si les crises d'épilepsie sont toujours relativement rares, maintenant, s'il tombe, il peut en faire, donc ça c'est un risque en plus qu'il n'avait pas avant. Notamment parce qu'il n'était pas mobile quand il avait moins de 2 ans, moins d'1 an, pardon. Donc ça change, mais il y a aussi ce côté hyperactivité, il y a ce côté difficulté à se concentrer, difficulté à rester en place, difficulté à écouter, difficulté à comprendre, le rythme scolaire qui va trop vite. Donc il faut réaménager en permanence parce que il va pas suivre la voie normale. Donc
Et puis il y a cette pression constante en plus, légère, mais néanmoins toujours présente, peut-être que c'est à vous de vous en occuper un peu plus, quoi. Peut-être que c'est assez, vous devriez travailler un peu moins. Ça, vous l'entendez ? On l'a entendu en Australie. Ouais, on a eu un souci en Australie, et c'est vrai que notamment avec la crèche où il est resté pendant très longtemps, et à la fin c'est vrai qu'on a eu des soucis malheureusement, et c'est quelque chose qu'on a entendu. C'est vrai qu'on a entendu, et là encore malheureusement c'était jamais Cédric. C'est vrai que des paroles très dures sur maman préfère aller au travail que de s'occuper de son enfant. C'est super dur à entendre, parce que, et déjà parce que c'est difficile à entendre, c'est pas des choses qu'on devrait pouvoir dire aujourd'hui, mais notamment parce que ça, c'est un peu l'inquiétude qu'on a au fond de soi, où on se dit, est-ce que je fais la bonne chose de continuer à faire ça, notamment parce que c'est une envie, et puis parce que on veut du coup on a deux petits garçons, donc on veut leur montrer un modèle nous on avait envie de montrer les deux parents qui peuvent travailler, mais du coup d'entendre ça, ça fait forcément ressortir des inquiétudes et puis des questions qu'on s'est posées nous-mêmes, et oui, ça a été dur quand on l'a entendu, c'est vrai que... Et comment je dis toi parce que c'est toi qui t'es pris ces remarques-là, mais comment t'avances avec ça, parce que c'est toujours qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient aux autres, mais j'imagine que c'est très déstabilisant comme... Oui, là c'était... alors c'est dans un contexte particulier du coup de cette crèche-là, donc sans aller dans les détails, mais juste par rapport à ce commentaire, parce qu'effectivement, et puis un jour ça peut revenir, donc comment le gérer à l'avenir. Je pense qu'au début j'ai essayé de me défendre, qui n'était pas du tout la bonne stratégie, et en fait j'ai fini par dire j'accepte plus, parce que ça a été répété plusieurs fois. Et en fait, j'ai fini par dire clairement, je ne veux plus qu'on parle de ça, j'accepte pas que vous parliez de moi et de ma vie professionnelle. Et ça a fini par se calmer, parce qu'en fait, j'ai fini par dire, stop, c'est off-limits. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on parle d'Oscar aussi, parce que c'est un... J'imagine que quand les besoins d'Eliott prennent beaucoup de place, et que ça doit pas être évident aussi dans cette notion d'équilibre qui veut un peu tout et rien dire, mais de faire de la place aussi à Oscar là-dedans. Déjà, la décision d'avoir Oscar c'était déjà une grosse question. C'était à une période en plus, le diagnostic. Alors, il y avait une hypothèse forte émise pour le diagnostic d'Eliott qui avait été résolue au bout de 2 semaines, mais qui n'avait jamais été confirmée. Et elle a été confirmée au bout de 2 ans. En fait, nous, on avait décidé d'avoir... On nous avait dit, pour revenir en arrière, comme on n'avait pas de diagnostic, il y avait un risque fort que si on avait un deuxième enfant, le deuxième enfant ait la même condition qu'Eliott. Donc un risque de 25%, 50%. Ah ouais. Et, jusqu'à 50%. Jusqu'à 50%. Donc c'est assez effrayant, parce que évidemment nous on souhaitait pas se remettre dans le même truc. Et puis le problème, c'est que comme le diagnostic est pas posé, on peut pas tester l'embryon pour quoi que ce soit. Donc on peut pas savoir si l'enfant peut avoir la même condition ou pas. Donc il y avait une vraie prise de risque à ce niveau-là. Et en fait nous on était en mode ça suffit. La vie est dure là, donc on a besoin, on voulait 3 enfants, on voulait en tout cas avoir plus d'un enfant, on était là, c'est ce qu'on veut, donc on tente le coup, et puis on verra ce qui se passe, quoi, tout simplement. On fait confiance à la nature, et au bout d'un moment il n'y a pas de raison. Donc et puis on a fait confiance à la nature quand on avait eu le rendez-vous avec l'équipe génétique qui nous a dit malheureusement on n'a pas trouvé de diagnostic. La généticienne m'avait dit si un jour tu tombes enceinte, la première personne à qui tu le dis c'est Cédric, et la deuxième c'est moi. Et effectivement le jour où j'ai fait le test, au final j'ai appelé Cédric, je te l'ai annoncé en premier, et effectivement dans les 2 heures j'étais au téléphone avec l'équipe génétique de Sydney en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là où ils ont accéléré du coup ils nous ont testé tous les 3 pour essayer de trouver ce qui se passait, et c'est là où on a eu le diagnostic d'Eliott enfin, et on a su que c'était pas héréditaire parce qu'on n'était pas porteur de la même mutation du gène. Et donc on a pu tester Oscar pour voir qu'Oscar heureusement n'avait pas la même mutation.
Et donc la décision d'avoir Oscar, c'était encore une fois de se dire on a besoin de renouer un peu avec cette normalité, on a aussi besoin d'avoir une expérience un peu plus normale. La naissance d'Eliott a beaucoup de bonheur mais aussi beaucoup de souffrance et puis pareil au quotidien. On avait ce besoin-là de se dire bon ça va nous faire du bien, ça va faire du bien à Eliott aussi parce que justement peut-être que ça va le challenger un peu, il prend beaucoup d'espace, comme tu disais, beaucoup de tout ça, mais peut-être que ça va lui aussi l'aider à avoir un peu plus d'équilibre à ce niveau-là. Donc, c'était réfléchi, mais effectivement, c'était une décision où on a longtemps pesé le pour et le contre. Ouais. Et puis voilà, et Oscar est né, et tout s'est bien passé. Ça a été un moment hyper stressant parce qu'on est retourné à l'hôpital où on avait eu Eliott et c'était quand même très difficile. On avait, moi j'ai dû poser la question 40 fois au médecin si tout allait bien, enfin c'était dur quoi, c'était stressant, mais c'était du coup hyper émouvant parce que c'était une expérience aussi différente et ça faisait du bien, d'avoir ça aussi. Et d'avoir des problèmes assez simples au final qui nous paraissaient très simples par rapport à ce qu'on avait eu avant. Oui, c'est ça. Mais je pense que et effectivement, et l'équipe a été exceptionnelle parce que c'est vrai que Cédric est rentré dans la salle d'accouchement et pourtant je me souviens, moi j'étais retournée pour les tests et je t'avais prévenu, c'est vrai que cette entrée dans la salle d'accouchement, tout de suite les larmes qui viennent aux yeux, etc. Donc la sage-femme, elle était là, qu'est-ce qui se passe? Elle savait pas. Du coup, on a expliqué et tout de suite, l'équipe a été exceptionnelle et tout de suite ils ont aidé du mieux qu'ils pouvaient. Mais ce qu'on s'est toujours efforcé de faire, et pour le moment, je trouve qu'on y arrive vraiment bien, c'est vraiment de ne pas passer... alors même si Oscar, on lui explique tout, et il est très conscient de la différence, et puis il voit bien que son grand frère est pas comme les autres, mais de lui fournir autant que possible une expérience normale, en fait, en quelque sorte. Donc on va essayer, le plus... naturellement possible, dans la mesure du possible, de lui expliquer, mais de faire tout ce qui est normal. Donc, c'est vrai qu'Eliott, parfois, on le challenge pas mal, mais dans cette recherche de normalité, dans cette recherche d'équilibre et de stabilité, on va quand même aller dans des endroits qui ne sont pas forcément faciles pour lui toujours. Parfois, c'est un peu compliqué, donc on s'ajuste, mais pour qu'Oscar, il ait quand même une expérience normale et qu'il ne soit pas... même si on doit faire des ajustements pour Eliott, qui ne soit pas prise sous l'emprise d'Eliott tout le temps. C'est vrai qu'Oscar, on essaye de passer du temps avec lui, il fait des activités pour essayer de lui donner autant d'espace que son frère dans la mesure du possible. Ouais. C'est vrai que c'est très compliqué. Il y a toujours ce côté, on culpabilise facilement sur ce genre de truc. On culpabilise sur est-ce que je devrais m'arrêter de travailler, ce qu'on discutait tout à l'heure, et on culpabilise sur est-ce que je passe trop de temps avec Eliott et pas assez avec Oscar. Moi, j'ai eu un épisode il n'y a pas très longtemps parce que Claire travaille très tôt le matin, donc je m'occupe des enfants pour les préparer à l'école et donc Oscar a 4 ans maintenant, Eliott en a 6, mais Eliott, le matin, je dois l'aider pour son petit déjeuner. Ensuite, je dois l'aider pour aller prendre sa douche, pour l'habiller, pour le préparer. Et puis même quand on a fini, il faut toujours que je reste près de lui parce que sinon il part dans tous les sens, etc. Et c'est sportif, c'est un moment que j'adore à passer avec lui, mais ça reste sportif. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour Oscar. Et Oscar un jour m'a dit... Papa, tu t'occupes pas de moi, tu t'occupes que d'Eliott et pas de moi. Et quand vous vous posez cette question-là déjà et que votre enfant vous le dit, c'est hyper dur. Mais il faut rester, faut garder la même ligne de conduite qu'on a depuis le début, qui est transparence. Je vais t'expliquer pourquoi ça marche comme ça et que en fait Eliott il en a besoin. Moi j'ai besoin dans ce moment-là que tu m'aides, que tu te prépares, t'es grand, que tu me montres que t'es un grand garçon, que tu peux y arriver tout seul et tout ça. Et puis même à la limite, je l'avais un peu transformé en jeu en disant tu sais ce qu'on va faire, tu vas m'aider, tu vas montrer à Eliott comment on s'habille tout seul. Et puis on va se dire qu'un jour, bientôt il va y arriver, etc. Et du coup, de le rendre un peu actif dans le truc, ça l'aide beaucoup. Parce que il a un rôle à jouer.
Il n'est pas juste le petit garçon sur le côté qui s'habille tout seul pendant que papa et Elliot se préparent. Donc maintenant, c'était souvent qu'il venait montrer à Elliot comment s'habiller, comment mettre ses chaussettes, etc. Mais c'est difficile. Du coup, on est hyper vigilant là-dessus. Parce que on a 2 enfants adorables, mais c'est vrai qu'il y en a un qui est plus énergivore, et faire hyper attention. Et là, c'est marrant, en venant ici, on avait la discussion dans l'autre sens. Où en fait on s'est rendu compte que maintenant Oscar était à un âge où il était très volubile, où il prenait beaucoup de place, et Elliot était freiné par ça. Et on voyait qu'il y avait 2 Elliot, il y en avait un où il fait un peu plus d'efforts, où il essayait un peu plus, et dès qu'Oscar arrivait, il était... Donc encore une fois, c'est un équilibre qu'il faut continuer à chercher et qui n'est pas facile. Mais néanmoins... Je pense que c'est une condition de notre survie en tant que famille. Oscar, en fait, il est important dans cette équation-là. Oui, on est tous les 4 importants dans l'équation. C'est vrai que les besoins de chacun et les besoins de la famille, et c'est vrai que parfois on a des discussions avec Oscar, on est très, très ouvert, et donc c'est vrai qu'on parle de tout et on lui explique tout. Parfois, tu as des besoins à toi, ou papa a des besoins, ou maman a des besoins, ou Elliot a des besoins. Et puis parfois, en fait, là, c'est les besoins de la famille. Et c'est vrai qu'il a intégré, même s'il a que 4 ans, je pense que comme on en parle beaucoup, et puis qu'on lui explique vraiment tout, et c'est idiot, c'est simple, mais parfois, il va poser des questions, on va lui dire, on peut faire ça là maintenant, et puis si il n'est pas d'accord, il a le droit de nous dire non, ou oui, ou pourquoi, mais du coup, on explique vraiment le plus possible. Donc c'est vrai que il est conscient qu'Elliot a une maladie, que c'est compliqué, mais qu'on fait tout ce qu'on peut pour l'aider pour qu'un jour ça aille mieux. Et puis il est aussi conscient que on essaye de faire en sorte que lui aussi ait sa place et qu'on l'écoute. Et c'est vrai qu'on a un petit garçon qui est très très curieux, donc il pose beaucoup beaucoup de questions, comme papa et maman. Mais oui, effectivement. Et on en parlait tout à l'heure, ce que ça a changé, les compétences qu'on a acquises d'avoir Elliot par rapport au travail. Mais c'est vrai que par rapport à Oscar, on a aussi acquis des compétences. Ouais. Je pense qu'on n'aurait jamais élevé Oscar de la même façon si Elliot n'avait pas eu sa condition. Et que ce soit de lui expliquer tout à ce point-là, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on fait vraiment. L'empathie, le respect de la différence. Mais aussi de poser des questions, de challenger, que ce soit les adultes, les copains, etc. Enfin, si on n'est pas d'accord, mais d'expliquer toujours avec respect. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on n'aurait jamais fait de la même façon. Et on en parlait tout à l'heure, le calme, l'empathie. C'est que souvent, on se met à sa place. Quand il ne veut pas faire quelque chose, on dit je comprends, c'est difficile pour toi. Et du coup, pour une petite tête de 4 ans, c'est beaucoup plus facile d'entendre ses parents dire oui, ça, je sais que c'est difficile, mais on va y arriver. Ou effectivement, ça demande de l'effort. Parfois, il fait quelque chose plus rapidement qu'Elliot, puis il dit j'ai gagné. On dit oui, mais en fait, Elliot, ça lui prend plus d'effort. Donc ça, c'est compliqué aussi. Et ça, c'est des compétences des compétences ou une philosophie de la parentalité que je pense qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas eu l'expérience Elliot. Et en même temps, d'avoir cette expérience d'un enfant normal après Elliot, ça nous permet aussi d'avoir cette... de comprendre ce que c'est, tout simplement. C'est vrai qu'on n'avait pas eu l'opportunité de l'avoir... on a eu une expérience complètement différente avec Elliot, et c'est vrai qu'avec Oscar, c'est pas les mêmes problèmes. Donc on apprend à les gérer différemment, on apprend à répondre et d'une façon qui est différente de celle qu'on aurait potentiellement avec Elliot. Et comment, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure sur la question des besoins, mais comment vous aménagez des bulles pour vous individuellement, pour le couple, pour... Très, très compliqué. C'est un effort. Il faut planifier, il faut que ça s'organise. En Australie, pour le couple, c'était quasiment impossible. Très clairement, c'est une des raisons pour lesquelles on est rentré. C'est parce que Elliot, tout adorable qu'il est, difficile de le confier ou pour une nuit ou pour une journée à des amis. Puis il y a toujours ce risque de crise d'épilepsie, donc c'est une lourde responsabilité. Donc c'est vrai qu'on faisait attention de Tu veux dire quelque chose ? Ouais, j'allais dire, je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où on avait quand même... je trouve qu'on essaye de créer un peu une team
Team Elliot. Enfin, on a quand même eu la chance d'avoir des nannies en Australie qui étaient vraiment exceptionnelles et avec lesquelles, la plupart, on a gardé contact encore des années après. Et là, c'est pareil. On a quand même des gens qui... Mais effectivement, ça demande de savoir administrer des médicaments pour Elliot, en l'occurrence, quand il fait une crise. Mais c'est compliqué logistiquement à mettre en place. Mais puis c'était court, c'est ça que je voulais dire en fait. C'est des plages de 2 heures. Ouais. Quand on entendait nos copains en France dire on est parti un week-end, on a laissé les enfants aux parents, on était donc c'est vrai qu'on n'avait pas fait notre premier. C'était quand on rentrait en vacances en France, on essayait de faire ça un peu, mais c'est vrai que c'est toujours un effort et puis c'est une attention parce que on est vite mangé par la machine du rythme qui passe vite. Donc, mais c'est quelque chose sur lequel on fait toujours attention. Donc, l'idée, c'est effectivement de continuer à créer ça, chacun pour soi. Donc, ce qu'on a bien fait néanmoins, c'est que malgré toute la difficulté de la vie qu'on a eue, on a continué à poursuivre nos envies. C'est-à-dire que, par exemple, on était tous les deux à fond sur la course et des courses de longue distance, des trails de longue distance. Ouais. Alors, on ne les a pas fait ensemble, mais on a réussi à faire que chacun en fasse et ça demande à chaque fois un lourd entraînement. Donc, et c'est un peu un sacrifice pour l'autre, puisque du coup, ça veut dire que l'autre va devoir passer plus de temps à s'occuper seul des enfants et tout ça. Donc c'est plus d'efforts. Mais c'est aussi, effectivement, on comprend que l'autre en a besoin, puis on sait qu'à un moment, on se renverra à l'ascenseur. Donc il y avait ça, on a ce côté, de faire l'effort pour l'autre, pour voir qu'il ait le temps, parce qu'on sait qu'on a besoin de respirer, quoi. On sait que chacun a besoin à un moment de respirer. Et on le fait aussi avec les enfants, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de plaisir à aussi passer du temps, par exemple, Claire seulement avec Oscar, et puis moi avec Elliot, ou moi avec Oscar et Claire avec Elliot, parce que ça leur fait beaucoup de bien aussi d'avoir des moments privilégiés avec les parents. Et donc ça, on essaie de mixer un petit peu tout ça pour que ça prenne bien. Mais c'est vrai que je pense que ça demande un peu plus d'effort que la moyenne, un peu plus de planification, mais c'est indispensable pour nous. Oui, et là encore, je trouve que c'est vraiment... pareil, on parle de compétences, etc. C'est de penser différemment. Enfin, tu parlais de l'entraînement. Effectivement, on en a chacun fait un après la naissance des enfants, qui était un peu un objectif qu'on voulait absolument refaire. C'était comment est-ce qu'on repense à un entraînement dans un contexte complètement différent. Alors qu'avant les enfants, on en avait fait pareil, mais ensemble d'ailleurs, on en a fait un ensemble. On avait pu s'entraîner ensemble, on pouvait s'entraîner avant d'aller travailler, après, c'était... là, comment est-ce qu'on repense complètement notre vie pour remplir un objectif qui est différent. Donc, pour moi, ça a été d'aller au bureau en vélo et puis de courir le midi. Du coup, c'est vraiment toute cette gymnastique cérébrale, en fait, pour tout mettre en place et pour que ça puisse marcher dans la famille. Mais on fonctionne vraiment, je pense qu'on a toujours fonctionné, depuis très tôt, vraiment en équipe. C'est pas tant... l'un, l'autre et les enfants, c'est vraiment c'est l'équipe, notre famille, et puis bien sûr tous ceux qui nous aident, qui rentrent, on le dit souvent. Ouais, alors je préciserai juste qu'en fait tout le mérite te revient là-dessus, parce que moi je raisonnais pas du tout comme ça au début du couple, et Claire, mais t'as vraiment mis dans l'ADN du couple cette notion d'équipe qui pour moi était un peu une révélation, parce que je fonctionnais pas comme ça. Et ça a tout changé, et c'est ce qui effectivement nous définit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on définit des objectifs en commun, et on se demande comment on y arrive tous ensemble. Et donc on a une vision pour comment aider Elliot, on a une vision pour nous, on a tout ça. On essaie de voir un peu où est-ce qu'on veut atterrir et comment on va y arriver. Et on y travaille ensemble. Et effectivement. Et puis on a aussi... c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'on parlait d'aide, etc. Plus en plus, je crois qu'on est très ouvert à l'aide. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu en mode « non, on va y arriver, merci ». C'est vrai que maintenant, quand on nous propose de l'aide, on dit « oui, merci ». Et on prend de suite parce qu'on en a besoin, parce qu'on se rend compte que notre vie est différente et compliquée, et que quand les gens veulent aider, je pense qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent, et ils le font avec plaisir. Et je vois mes parents,
sont pas tout jeunes maintenant, mais ils proposent de garder les enfants, etc. Et je sais qu'ils savent ce que ça veut dire, et ils le font avec plaisir. Et ce qui est génial, c'est que ça crée des moments magiques en plus pour eux, et c'est vraiment top. Donc il y a aussi ce côté-là, du coup, parce que cette aide externe qu'on n'avait pas justement en Australie, et qu'on a aujourd'hui depuis 1 an, on en mesure vraiment la valeur, quoi. C'est vraiment... c'était un manque, et aujourd'hui on l'a, donc on prend. Et ça aide beaucoup, ça, pour gérer nos vies aujourd'hui. Ouais, non, je suis d'accord. Et ce que j'ajouterais, c'est je pense qu'on a aussi pris la conscience, et ça, c'est pareil, c'est une évolution. On a aussi pris la conscience que l'aide, c'est pas toujours la même chose. Et ça peut être des toutes petites attentions, et ça peut être des grosses attentions. Donc ça peut être une plus grosse attention, garder les enfants pour la première fois, ou ça veut dire les médicaments, etc. Mais je veux dire, la famille, les amis, Elliot, il a fait des sleepovers chez des amis qui se sentaient confiants à savoir comment réagir en cas de souci. Mais ça peut aussi être, un jour où on est fatigué, un café. Enfin, c'est pas... Et ça, je pense qu'on en prend de plus en plus conscience, et on le partage de plus en plus. Enfin, c'est vrai que on partage vraiment ce sentiment d'équipe et de petites attentions. On a appris à célébrer les petites victoires, parce qu'au final, avec Elliot, c'est des petites victoires, mais ça marche aussi pour Oscar. Enfin, c'est vrai que parfois, de faire quelque chose qui semble pas futile, mais petit en termes de développement d'un enfant, c'est vrai on saute au plafond, on dit waouh, c'est vraiment bien, et ça renforce sa confiance, autant pour Oscar que pour Elliot. Et ce que je voulais ajouter sur ce sentiment d'équipe, c'est vrai qu'on dit à tout le monde, et c'est vrai que les nannies, la nounou qu'on a actuellement qui est exceptionnelle, c'est pareil, c'est une discussion qu'en général on a assez tôt, on sait que c'est plus compliqué, donc il ne faut pas hésiter à le dire. Et c'est vrai pareil, on essaye d'instaurer ce dialogue, je veux dire, et ma maman c'est pareil, qui garde Elliot d'une manière plus régulière maintenant, qui du coup a une petite routine avec lui. S'il y a un jour où c'est compliqué, où on ne peut pas, ou que c'est difficile, en fait de ne pas hésiter à le communiquer ou à le dire. Et c'est vrai qu'on en parle pas mal, mais même avec les enfants, si un jour on se sent fatigué ou quoi, on n'hésite pas à dire aujourd'hui on est désolé, mais c'est compliqué pour nous. Et en fait, ils l'entendent très bien l'un comme l'autre. Donc on a appris à valoriser le petit comme le grand, dans tous les sens du terme. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'au final, tu vois, quand j'écoutais un peu je retraçais un peu ce qu'on était en train de raconter, les problématiques qu'on rencontre sont fondamentalement pas hyper différentes d'une famille qui a des enfants. C'est-à-dire, oui, on se fait aider par les grands-parents pour garder les enfants, ça nous permet de respirer, etc. Nous, c'est la même chose. Sauf qu'effectivement, il y a une complexité en plus qui fait que c'est un effort différent, c'est un effort un peu plus grand, etc. Donc, c'est la même chose avec ce niveau de complexité en plus qu'il faut gérer, qu'il faut appréhender, qu'il faut partager, qu'il faut que les gens comprennent. Et effectivement, ce que je disais, on est hyper conscient de l'effort qui est fait, de la valeur que ça a, et on est hyper reconnaissant de ça. Donc nous, on profite pleinement de ces petits moments-là. On a une reconnaissance accrue, je dirais, du fait on sait la complexité que ça peut être. Et la beauté de la chose, c'est qu'au final, je pense que moi j'avais très peur de laisser les enfants, par exemple, à d'autres. Parce que je sais que c'est plus compliqué, je sais que ça peut être épuisant. Et à chaque fois, je suis émerveillé de voir qu'en fait, ça s'est super bien passé, ça a été un super moment, ça a créé des super souvenirs, etc. etc. Et c'est génial à vivre aussi. C'est vraiment agréable pour nous, quoi. Il y a une auditrice qui m'a écrit il y a quelques temps, que je salue au passage, et qui me partageait son histoire, qui a aussi un enfant qui a un handicap, et qui me disait, je la cite, « Parce que je sais maintenant qu'après le pire, se reconstruire en équilibre est possible, j'aurais aimé qu'on me le dise et qu'on me dise de prendre soin de moi. » Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre, vous, à des parents qui vivent une situation plus ou moins similaire à la vôtre, qui ont l'impression que c'est dur, et qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Je peux commencer. J'ai des conseils très très simples.
Quand ça nous est arrivé, on s'est senti très seul. Parce que effectivement, je pense que sans l'avoir vécu, on ne peut pas comprendre ce que c'est, la souffrance que c'est, etc. Je pense que c'est encore une fois, c'est du domaine de l'inconcevable. Donc on se sent très isolé et c'est difficile de partager avec ça. Donc je pense que se rapprocher de gens qui ont le même vécu, ça peut être, c'est une grosse aide et parce que d'un seul coup, en fait, le dialogue est naturel. Mais ce genre de choses-là, ça prend un peu de temps à se faire parce qu'il faut accepter avant de pouvoir y aller. Donc il y a ce travail d'acceptation. Je pense que les amis, la famille, c'est très bien et c'est important. Je pense que d'aller voir des professionnels, ça aide beaucoup aussi parce que ce que je disais... les gens ne savent pas forcément comment réagir et honnêtement je ne pense pas que j'aurais su comment réagir si c'était arrivé à un ami. Je pense que j'aurais dit toutes les mauvaises choses qu'il y avait à dire et puis même en fait il y a ce rapport avec les amis qui font quand ils vous disent quelque chose, même si c'est très bien dit, quand ils s'en vont vous vous dites toujours eux ils retournent à leur vie normale et pas moi. Donc il y a toujours ce rapport un peu ambigu et compliqué au tout début où on est vraiment dans la colère. Et d'aller voir un professionnel qui note, ça aide beaucoup. Et je répéterai le conseil que ce psychologue qui m'a coûté très cher à l'époque m'avait dit. Et je m'étais dit au moment où elle l'avait dit, j'avais dit pour entendre ça, ça valait pas le coup. Et au final, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Elle m'avait dit dormez. Et c'est idiot, mais en fait, elle m'avait expliqué. Elle m'avait donné 2 conseils. Il y en avait un autre qui était vraiment très très bien, mais celui-là, le premier, c'était vraiment dormez. Parce que si vous ne dormez pas, tout va être pire. Et c'est idiot, mais en fait, il faut peut-être revenir aux fondamentaux sur ce genre de situation et de se forcer à dormir, c'est important. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui, moi, m'a beaucoup aidé et que j'ai redonné récemment à des gens proches qui étaient dans une situation difficile, c'était de ne pas se projeter, qui est très difficile parce que justement, quand on a cet événement qui chamboule un peu toute votre vie, vous commencez à vous dire un scénario A, il va se passer ça, et qu'est-ce que je fais, etc. Et ce que m'avait dit le psychologue à l'époque, c'était de surtout pas se projeter. On prend les données du moment, on traite ça, il y a déjà beaucoup à traiter, et on ne réfléchit pas à demain. Et ça aide beaucoup aussi, parce que d'une part, ça aide à dormir, parce que ça empêche de dormir, de réfléchir à tout ça, mais surtout, naturellement, on a tendance à penser au pire, à anticiper le pire, et ça aide pas en fait, ça aide pas du tout. Et surtout, moi je me rends compte que la réalité c'est un mélange du pire et du meilleur aujourd'hui. Il y a pas de scénario où tout va mal, etc. Il y a pas de scénario où tout va bien non plus. C'est juste un arc-en-ciel de couleurs plus ou moins belle ou plus sombre et il faut gérer ça quoi. Donc effectivement ça c'est les 2 conseils qui m'ont marqué et m'ont beaucoup aidé. Oui, non, je suis complètement d'accord. Et effectivement, d'avoir de l'aide extérieure, c'est nécessaire, je trouve. Que ce soit de l'aide dans le sport ou que ce soit de l'aide professionnelle. Moi, je trouve que ça... effectivement, nous, on a demandé de l'aide professionnelle et ça a été très bénéfique et salvateur. Et j'avais eu les mêmes conseils, donc effectivement, beaucoup de cohérence. Par rapport à trouver les gens qui... juste pour rebondir sur ce que Cédric vient de dire, les gens qui vivent la même chose ou qui connaissent la condition, moi juste ce que je voulais ajouter, c'est effectivement, nous, et moi en particulier, ça m'a pris beaucoup de temps de contacter l'association, donc ACNQ2, de la maladie d'Elliott. Et je pense que ça dépend des gens et qu'il faut vraiment s'écouter. Je pense que on nous l'avait conseillé à l'hôpital de regarder, puis de se renseigner, etc. Et en fait, pour moi, c'était difficile parce qu'effectivement, il y avait toute cette période d'acceptation et qu'en fait, c'était un club très select que je voulais absolument pas rejoindre. Et pour moi, c'était hors de question. Pour moi, Elliott, tout allait aller bien. On allait faire tout ce qui était en notre pouvoir pour que ça s'améliore. Et ça a pris beaucoup de temps avant d'accepter que de rejoindre et que de contacter cette association, en l'occurrence, ça n'enlevait rien à ce qu'on essayait de faire pour Elliott. Et au contraire, que ça pouvait nous aider. Et ça a été salvateur parce qu'effectivement, d'un coup, je me suis retrouvée avec des gens qui comprenaient ce que je disais, comprenaient ce que je vivais, comprenaient ce qu'Elliott vivait, qui pouvaient nous aider. Mais je pense que j'en aurais pas eu les bénéfices si on les avait contactés trop tôt parce que j'étais pas prête. Donc je pense que sur ça, il faut vraiment s'écouter. Et ensuite, toujours dans l'écoute de soi, j'aime beaucoup ce que dit ton auditrice. Effectivement, on sait qu'après,
tout qui s'effondre. Et nous, tout s'est déjà effondré plusieurs fois. On était sur notre fil de funambule et puis on avait toutes nos balles en l'air et c'est tombé plusieurs fois. Et on sait qu'on peut reconstruire. Je pense que ce qui nous différencie des parents qui ont des enfants qui ont un développement plus normal ou pas une condition médicale complexe, et du coup je suis désolée de dire ça, mais je pense qu'il faut le reconnaître, c'est qu'on travaille par phase. Donc on sait toujours que malheureusement ce qui est acquis peut être chamboulé à tout moment. Alors j'ai pas envie de dire ça peut nous être retiré, mais presque. C'est vrai que nous quand on entend des amis, des gens, parler de phase, ça y est, notre enfant fait ses nuits, il est propre, Nous, on travaille pas, on travaille pas, on n'envisage pas les choses de cette façon parce que malheureusement, Elliot, il peut très bien dormir pendant 1 an et puis ça nous est déjà arrivé, d'un seul coup pendant 6 mois, on a des nuits où il se réveille toutes les nuits en hurlant et on dort plus. Et je pense que il faut savoir que ça s'améliore, mais on a aussi, comme si notre cerveau était un peu... Il y avait toujours une petite partie qui était consciente, mais ce qui nous fait apprécier les choses encore plus quand elles sont là. Mais on est très bien conscient du fait que tout peut changer. Et donc, on est toujours sur en cette recherche d'équilibre constante. Et cette peur, en quelque sorte, de la régression, alors que ce soit une régression d'un acquis, ça peut être les nuits, ça peut être la propreté, ça peut être... Elliot, il connaît ses couleurs, mais si on ne lui fait pas répéter régulièrement, ça repart. Donc, il faut retravailler dessus. Et puis, malheureusement, ça peut être, dans le cas d'Elliot, une crise d'épilepsie qui provoque une régression, etc. Et puis, ce genre de maladie. Donc, c'est vrai que c'est toujours cette recherche d'équilibre, mais cette conscience, comme si, effectivement... au fur et à mesure, on avait cette insouciance qu'on avait avant d'être parents qui nous avait été enlevée et puis on apprenait à reconstruire un peu cette nouvelle vie avec cette nouvelle connaissance. Ce qui est impressionnant et qui ne doit pas être évident tous les jours, j'imagine, mais c'est ce que tu décris là, à la fois cette vigilance, j'imagine, permanente, mais qui peut pourrir la vie. Et au final, d'arriver à être dans ce que tu décrivais, Cédric, une espèce de présence maintenant et de savourer les choses sans enjoliver et en faire un truc avec des rainbows and unicorns, mais de dire en fait comment est-ce qu'on reste toujours là sans se projeter trop, mais tout en se disant que c'est un sacré truc ça. Alors pardon, juste c'est un peu comme une révélation. C'est l'année dernière, on a eu une année difficile qui nous a poussé à rentrer en France. Et en fait, en réfléchissant, je me souviens plus du détail, mais on réfléchissait à faire une activité ou quelque chose avec les enfants et on hésitait à le faire. Et donc, comme beaucoup de parents qui disent « j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, etc. » Et en fait, moi, j'ai eu la réalisation que les choses sympas, on peut plus te les enlever. Et en fait, et c'est un peu ce... Mais comme tout, on ne sait pas combien de temps on va avoir, etc. Mais c'est un peu, comme on a toujours cette connaissance et puis cette conscience que les choses peuvent aller vers le meilleur, mais malheureusement vers le pire, ce qu'on fait maintenant qui est chouette, tout ce qu'on peut vraiment, tout ce qui peut être, mais parfois simple, ça peut être une balade en forêt, ça peut être un voyage, ça peut être... Mais une fois qu'on l'a, ça va dans la banque à souvenirs et puis ça reste, c'est acquis. Ça, pour le coup, on ne peut pas nous l'enlever. C'est beau. Donc, c'est vachement beau. Et tout ça, alors c'est des conseils au niveau individuel, mais c'est vrai qu'une des grosses difficultés, notamment quelque chose qui se passe, malheureusement, c'est un vrai test pour le couple. Ce genre d'événement, parce que tout devient compliqué, que le chemin de vie qu'on avait tracé disparaît, etc. Donc c'est un vrai stress, un vrai test. Et je crois que les taux de monoparentalité avec des enfants en difficulté est plus élevé que la normale. Donc c'est qu'il y a une réalité derrière. Ce qui a marché pour nous, alors chaque situation est différente, donc je dis ça en toute humilité, j'ai pas du tout de recette miracle. Ce qui a marché pour nous, il y a plusieurs choses, et peut-être que tu en auras d'autres.
c'est d'une part humilité, savoir quand on peut plus. Et je pense que ça, quand au début, Elliot se réveillait la nuit en hurlant, et ça a duré 2 heures, 2-3 heures, et c'était impossible à calmer, c'était compliqué. Entre la fatigue, le stress et les hurlements, c'est compliqué de bien gérer, d'être le parent idéal et de continuer à parler à son enfant calmement, etc. C'est à bout d'un moment, il y a les nerfs qui commencent à être dans tous les sens, quoi. Donc, mais c'est de savoir dire là stop, prends le relais parce que moi je peux plus, et d'avoir cette humilité là de dire là en fait j'y arrive pas, il faut que tu m'aides, viens parce que sinon j'explose et donc j'ai besoin de toi. Donc cette humilité là. Mais du coup, pour ajouter là, il y a l'inverse qui est vrai aussi. C'est de savoir dire là je peux plus. Et puis entre 2h et 4h, nous on a eu un épisode où les voisins sont venus pour savoir si tout allait bien quand même, parce que c'était vraiment assez intense. Mais savoir dire là je peux plus et j'ai besoin d'aide, et donc que l'autre accepte tout de suite sans jugement, mais aussi savoir quand l'autre dit là j'ai l'impression que tu peux plus gérer, laisse-moi prendre le relais, et d'avoir en fait cette confiance et cette humilité pour dire ok j'arrête. Ça va vraiment dans les deux sens en fait. Il faut et c'est vrai que nous on a eu des discussions et de dire quand je te tape sur l'épaule là, c'est que c'est pas le moment, je prends le relais, je sens que tu maîtrises plus, mais d'accepter ça dans les deux sens. Donc ça c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y ait jamais eu de jugement entre nous sur en tout cas ce qu'on pouvait ressentir et ce qu'on a pu penser, et parce qu'il y a des pensées qui sont très sombres par moments sur ce qui est en train de se faire, etc. Et c'est de pouvoir se parler en se disant ce que je vais te dire ça va être choquant, j'en parlerai à personne d'autre mais je peux le dire à toi, et d'avoir cette capacité-là, cette confiance-là de dire là en ce moment voilà ce que moi j'en suis, quoi. Et de pouvoir partager ça, ça libère d'un poids, parce que encore une fois parfois on est abreuvé de ces images parfaites et de ces parents parfaits, etc. Et nous on est dans une situation où déjà dans l'absolu c'est pas possible, mais en plus nous c'est inatteignable, mais d'avoir cette capacité de se dire en fait là voilà ce que je suis en train de moi de raisonner, de vivre, et on a ça enlève cette culpabilité de ressentir ça, parce que l'autre dit je comprends, là, c'est effectivement je ressens un peu la même chose, et ça aide beaucoup ça, parce que ça permet d'enlever un peu ces culpabilités qui nous rongent sinon très vite. Et puis et de l'accepter de tout le monde. C'est pour le coup c'était un moment difficile, mais l'autre jour Elliot était juste surexcité, pour le coup rien de grave, mais il voulait pas aller se coucher, et après il se mettait à crier, et là en ce moment les enfants, les deux, comme on est en vacances, sont tous les deux dans la même chambre, et c'est vrai que c'était dur parce que Oscar du coup il est dans son petit lit, etc., et je suis allée le voir pour savoir si ça allait. Alors parfois on le ressort, là ils étaient quasiment endormis, donc il est resté dans la chambre, et il m'a regardé, il m'a dit elle est vraiment pas drôle cette maladie, et ça c'est dur. C'est vrai que, mais du coup de l'accepter aussi, c'est vrai de dire oui je sais bébé, c'est vrai que c'est difficile, on fait de notre mieux, mais de le laisser lui aussi exprimer, alors toujours dans le respect, toujours dans le Elliot il n'est pas responsable en quelque sorte, mais c'est vrai que de le laisser lui aussi avoir cette place pour dire moi aussi ça m'impacte, et c'est vrai que c'est difficile, et c'est vrai que de sa petite voix de dire elle est difficile, elle est pas gentille cette maladie, Et puis la dernière chose moi qui je trouve nous fait beaucoup de bien, c'est que au début on arrivait quand même on arrivait à se libérer du temps pour aller au restaurant ou pour passer du temps juste tous les deux, et trop souvent en fait on passait tout notre temps à discuter d'Elliot. Et là ça a été difficile, et qu'est-ce qu'on devrait faire, et assez vite on s'est efforcé de sortir de ça, c'est-à-dire encore une fois de recréer un peu on n'est pas que les parents d'Elliot, on n'est pas que les parents d'un enfant et puis quand on parle d'Elliot on n'est pas forcément obligé de parler de sa maladie, il y a aussi des bons trucs, il y a des chouettes moments, et puis Elliot il est hyper câlin, on a de la chance d'avoir un enfant qui est quand même hyper qui a beaucoup d'affection à donner, qui est très chaleureux, donc qui a un rire, qui est hyper communicateur, donc on essayait vraiment de s'entourer de faire ça, et puis aussi on n'est pas que des parents d'un enfant qui a des difficultés, et ce qui est hyper dur parce que c'est 100% de votre vie, 150% de votre vie au début, et petit à petit on arrive à, mais il faut s'efforcer parce qu'effectivement sinon on est bouffé par ça, et ce côté prendre soin de
soi, c'est prendre soin de toute la famille. Oscar, ce n'est pas que le frère d'un enfant, c'est aussi un petit garçon tout à fait pour qui tout va bien. Et puis nous, on n'est pas les parents, on est plus que ça. Donc c'est retrouver on est plus que ça. Il n'y a pas que ça qui nous définit. Et puis tu vois, mais c'est un effort continu. C'est intentionnel. On se demandait comment on allait se présenter aujourd'hui, tu vois, on s'est préparé. Ça fait 6 mois qu'on bosse. C'était parfait. Et bref, et moi j'avais commencé en disant, je suis papa de 2 petits garçons, dont Elliot, qui a des blablabla. Et Claire m'a fait non, on commence pas par ça. C'est pas ça qui nous définit, quoi. C'est une vraie question. Et j'ai dû dire, oui, effectivement, tu as raison, ça m'a beaucoup quitté. Mais effectivement, ça reste un effort quotidien parce que c'est présent. Ça prend pas garde, ça prend toute la place. Oui, exactement. Mais c'est important pour tous les aspects de nos vies et c'est important pour Elliot aussi. Parce qu'il ne faut pas que lui soit défini que par... Enfin là, on en a beaucoup parlé, mais il ne faut pas qu'il soit défini que par ça non plus parce qu'effectivement, comme le dit Cédric, Elliot, c'est toujours ce qui a été très compliqué, notamment par rapport à sa maladie, c'est qu'il a... en fait, cette maladie est tellement inconnue qu'on ne sait pas comment il peut évoluer. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de l'aider le plus. Et il y a des enfants qui s'en sortent très bien, et malheureusement, il y a des enfants qui s'en sortent beaucoup moins bien avec la même maladie. Et c'est vrai qu'on essaye le plus possible de l'aider, et puis de l'aider à ce qu'il puisse arriver à son potentiel, quel qu'il soit en quelque sorte. Mais c'est un petit garçon qui adore faire plein de choses, qui adore courir, qui adore sauter, qui adore nager, qui adore manger. Je pense que la moitié de son vocabulaire est concentré sur la gastronomie. Effectivement, c'est d'encourager tout ça et pas que... mais même pour lui, d'avoir des activités autres. Alors, il a déjà beaucoup de choses avec la thérapie, mais on essaye de faire autre chose en plus. Parce que sinon, c'est vrai que son agenda, malheureusement, c'est que de la thérapie. Et pareil pour Oscar. Et puis le truc, alors je finirai là-dessus parce que je suis désolé, je suis un peu long dans ma réponse, mais le truc qui me reste, c'est, et que j'apprends aujourd'hui, parce que c'est nouveau, ce que je disais, le regard des gens commence à être différent sur Elliot. Et ça, c'est dur. Hein. Ça commence à être dur parce qu'avant, on n'avait pas trop ça. Et là, ça y est, en fait, quand Elliot il est en public, etc., les gens le regardent un peu différemment. Et c'est pas facile. Alors, j'essaye, alors c'est encore, c'est pas gagné encore, mais j'essaye d'être non pas aigri par rapport à ça, mais je suis plutôt... si une petite fille a une question par rapport, on demande à ses parents, je vais plutôt essayer d'aller faire l'effort pour dire oui, effectivement, Elliot, il a une DIFAD, oui, effectivement, il est différent, il n'y a pas de honte là-dedans, quoi. Et juste, on a tendance à vouloir, je pense que naturellement, moi en tout cas, j'aurais tendance à vouloir cacher un peu ça. Et au final, c'est idiot comme réflexe parce que c'est non seulement Elliot, il faut aussi aider Elliot à affronter ces regards-là plus tard. Pareil pour Oscar, je pense que et je pense que Elliot est différent, mais c'est justement quand on traite la différence avec insistance que on accentue cette différence-là et quand on commence à expliquer ce qui se passe, etc. Ça passe beaucoup mieux, tout simplement. Donc il y a un effort là-dessus à faire que moi je découvre aujourd'hui, mais qu'il va falloir continuer, parce que c'est important. Et je pense, parce que tout à l'heure, tu parlais un peu on discutait un peu de l'évolution. Je pense qu'un des moments qui a été assez important pour nous, c'est Elliot était tout petit et moi je m'en souviens, il allait en thérapie et on s'est rendu compte, parce qu'au début, on avait l'impression que c'était vraiment nous. Et c'est vrai qu'au début, c'est les parents qui sont affectés. On attend les bonnes nouvelles des parents, comment ça se passe, les nuits, etc. Tu dors bien. Et donc, en fait, c'était vraiment, ça nous arrive à nous. C'était, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous? Pourquoi? Et en fait, un jour, Cédric est rentré d'un centre de thérapie et m'a dit, tu sais ce qui s'est passé, là, il y a la maman qui pleurait, etc. C'était quand même difficile. Je ne sais pas si tu te souviens. Et donc, la thérapeute, apparemment, moi, j'étais pas là, donc Cédric me racontait, était assez franche. Et donc elle dit, mais vous savez, votre fille, elle a, et puis donc le nom de la maladie. Et donc la maman s'est remise à pleurer, et la mamie qui était à côté a dit, c'est difficile pour ma fille, est-ce que vous pouvez éviter de dire le nom, parce que la petite devait avoir 6 mois, à peu près le même âge qu'Elliot, c'était encore très frais. Et en fait, la thérapeute lui avait répondu, c'est pas son problème à la maman, quoi. Et la petite fille, il faut qu'elle vive avec ça. Et donc on en parlait le soir, et c'est vrai qu'on dit, c'est un peu dur, mais en fait ça a fait tilt. Qu'effectivement,
bien sûr, nous, on est affectés. Et bien sûr, tout le monde autour de nous et autour d'Eliott est affecté. Mais en fait, c'est Eliott. Enfin, c'est lui. Et c'est comment est-ce qu'on l'aide lui. Et toute notre approche a un peu changé après ça pour dire, mais en fait, il faut l'aider lui à se préparer pour le monde. Et effectivement, comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre l'aider à appréhender un monde, enfin préparer le monde pour Eliott et préparer Eliott pour le monde. Et ça a été vraiment un gros changement. Et comme disait Cédric, au début, il n'y avait pas trop de différence, effectivement. On ne voyait pas trop et on a la chance que les crises ne soient pas trop fréquentes. Donc, la plupart des gens ne se rendaient pas du tout compte. Et maintenant, effectivement, ça se voit. Et les mœurs ont beaucoup évolué. Donc, effectivement, les gens qui posent des questions, on en entend, des réflexions qui ne sont pas forcément rigolotes. Mais effectivement, de pas hésiter à poser des questions et puis d'aider à préparer Eliott pour ça et qu'il soit le mieux armé possible. Et Eliott comme Oscar, parce qu'au final, la plus grosse frayeur que moi j'ai, en tout cas, c'est qu'un jour, Oscar rentre de l'école et dise, on m'a dit que mon frère, blablabla, et que lui, il en soit affecté. Donc, comment on le prépare maintenant un jour à dire, ça n'a pas d'importance, oui, il est différent, et puis voilà. Ma question avec laquelle je termine tous les épisodes, c'est de savoir de quoi vous êtes fiers. Pour moi, la plus grosse fierté, c'est que malgré tout ça, quand je regarde les 6 dernières années, il y a des éléments de souffrance, mais il y a beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de moments super heureux. Et que moi, je suis content qu'on ait réussi à garder cette simplicité dans nos vies pour qu'il y ait des vrais moments de pur bonheur simple et tout ça. La plus grosse fierté, c'est qu'on a réussi à garder cette... une part alors j'aime pas ce terme, mais j'ai rien d'autre dans mon vocabulaire malheureusement, de normalité dans nos vies, parce que c'était pas gagné. Et ça, c'est une grosse fierté, et que aujourd'hui, malgré tout ça, tous dans la famille, on continue à poursuivre nos rêves. C'est-à-dire que on continue à aller chercher ce que nous on a envie individuellement, en famille, pour les autres, etc. Et que ça continue. On voit pas la situation comme un frein, et quand il se passe, quand Eliott est né, quand on a eu les soucis qu'on a eu l'année dernière, etc., on encaisse, mais derrière on est là, comment on fait pour avancer, comment on regagne un petit peu ce qu'on veut, et qu'on continue à vouloir se battre sur tout ça, et qu'on n'a pas perdu cette flamme d'aller chercher nos rêves, et puis se dire on a le jeu de cartes qu'on a, et il faut savoir, et puis on va essayer de gagner la partie quand même, quoi. C'est un peu ça. Moi je suis plus fier, en tout cas. Moi je suis complètement d'accord avec Cédric. Effectivement, le fait qu'on continue à avancer, qu'on soit still standing après tout ça, je trouve que c'est quelque chose dont on peut être fier. C'est vrai que c'est une recherche d'équilibre constante, c'est jour après jour, et je dirais pas que c'est un combat quotidien, mais par contre c'est un objectif quotidien. C'est vrai que tous les jours on pense à c'est quoi l'équilibre, qu'est-ce qui marche pas, et on n'hésite pas à remettre en question et puis à ajuster si besoin. Mais effectivement, on n'ajuste pas non plus. Continuer à dire on a envie de ça, comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on atteint nos objectifs. On continue à faire des choses qui parfois sont difficiles, et parfois sont difficiles pour Eliott, comme certaines vacances, certaines activités, mais on le fait, on ajuste. Donc ça, c'est vrai que moi j'en suis fière, et en fait je trouve que, et de plus en plus, je trouve qu'on est une belle famille. En fait, forcément, c'est une dynamique très différente, mais je trouve qu'on est une belle famille dans laquelle chacun a sa place, et on essaye vraiment pareil, avec intentionnalité, de continuer en équipe, et je trouve qu'il y a les garçons s'entendent super bien, qui est quand même exceptionnel. C'est vrai que malheureusement, ça serait trop facile pour eux d'avoir trop de différences pour s'entendre, alors qu'en fait ils s'adorent, ils jouent ensemble. Oscar adore son grand frère et Eliott adore son petit frère, et on a une super relation avec eux qui est géniale. Donc ouais, je trouve que ça de réussir à continuer à avancer, et puis ouais, une jolie famille.
Bravo. Je sais pas trop comment vous dire autrement. Et merci du fond du cœur d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi. Merci à toi. Un grand merci Claire et Cédric pour le cadeau que vous nous faites à partager votre histoire et votre sagesse. C'était émouvant et fort de vous recevoir. Merci à vous, les auditeurs et auditrices, d'être fidèles au rendez-vous. C'est vraiment précieux. Ce podcast est un labor of love pour moi, c'est-à-dire que j'y mets beaucoup. De temps, de réflexion, d'énergie et d'amour aussi. Si vous avez envie de témoigner de votre appréciation pour le podcast, vous pouvez partager un épisode à un ou une amie, m'envoyer un petit mot ou laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours un geste que j'apprécie beaucoup, alors merci d'avance. Dans 2 semaines, on se retrouve pour parler bien-être au travail, dans un milieu pas franchement réputé pour ça. J'ai eu la joie d'échanger avec le chef étoilé Éric Guérin à la tête de la Mare aux oiseaux et c'était passionnant. D'ici là, prenez bien soin de vous.